Merci encore à vous deux d'avoir accepté de venir débattre dans Marianne. Voilà, c'est formidable qu'on réussisse à monter ce projet. On est absolument ravis de vous accueillir. On va partir évidemment de votre livre, Alain Badiou, et puis à partir de votre livre, de cet éloge de la politique, on va évidemment aussi aborder, mais ils sont présents d'ailleurs pour la plupart, des thèmes liés à l'actualité, et liés au contenu, à la définition de la politique, à la définition de la gouvernance, à nos gouvernants actuels, aux prédécesseurs ou aux futurs. Voilà, je pense qu'on va aborder un peu tous ces thèmes-là. Et on peut peut-être partir justement de la conception de la politique que vous avez l'un et l'autre. Vous, Alain Badiou, vous écrivez que la politique, on peut la définir, on la définit soit comme pouvoir et comme pouvoir d'État, soit comme justice. Ce sont les deux alternatives, enfin c'est l'alternative que vous posez, ce sont les deux éventualités les deux hypothèses que vous formulez en tout cas. Et pour prolonger la question, aujourd'hui on parle de crise du politique ou de crise de la politique. Ça vous inspire quoi, cette crise de la politique? Et la politique, est-ce que c'est forcément donc soit le pouvoir d'État, soit la justice? C'est-à-dire que je pense que la crise de la politique aujourd'hui est clairement une crise du modèle institutionnel dominant dans nos contrées. C'est-à-dire le modèle de l'État parlementaire avec partis politiques, une droite, une gauche, etc. C'est un jeu extrêmement codé, en réalité, depuis assez longtemps. Il a été inventé par les Anglais à la fin du XVIIIe siècle, et puis il a poursuivi sa route, et il est devenu dominant sous le nom de démocratie. Et cet appareillage est en crise, puisqu'on voit bien que, un peu partout dans le monde, les partis dominants, qui se partageaient le pouvoir de façon alternée, la droite et gauche en France, républicains et démocrates aux États-Unis, travaillistes et conservateurs en Angleterre, etc., que ce dispositif est entré en dysfonctionnement. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a en effet une crise de la politique si on prend le mot politique au sens le plus strict, le plus conforme finalement à la définition de Machiavel, à savoir l'ensemble des procédures qui permettent à des gens de s'installer au pouvoir et l'ensemble des mécanismes qui ensuite règlent l'exercice de ce pouvoir. Si on définit la politique ainsi, je pense que le système dominant depuis quand même un petit siècle dans nos contrées est un siècle qui est entré en crise pour une raison que je crois très simple, c'est qu'il a pour condition qu'on puisse se représenter contre les deux principaux partis, c'est-à-dire en réalité les équipes gouvernementales successives. Il existe une différence réelle et perceptible. Et je pense que dans la dernière période, cette différence a été un peu partout effacée. En France, de façon, à mon avis, spectaculaire, avec notamment le gouvernement Hollande, mais aux États-Unis aussi, et que du coup, il y a une errance du corps électoral qui ne saisit plus en réalité la nature exacte de cette différence, qui cherche autre chose, qui ouvre la carrière à des aventuriers. Donc c'est une crise de l'offre, en quelque sorte. C'est une crise de l'offre. C'est une crise de l'offre, oui. C'est pas du tout. On dit que les gens sont coupés de leurs représentants, mais c'est les représentants qui sont coupés des gens. Il faut lire la phrase dans l'autre sens. Ils le sont parce que, en réalité, si, du point de vue du peuple, la politique, c'est le choix d'une orientation clarifiée, les gens ont de plus l'impression qu'en réalité, il n'y a pas le choix. Puisque les équipes qui alternent continuent à peu près, à quelques nuances près, la même politique. Donc, la politique semble du coup venir du dehors, comme une espèce de contrainte extérieure qui s'impose à tout le monde. Et de ce point de vue, les gens ont le sentiment que ce qui leur est demandé, le choix qui leur est proposé, est finalement tout à fait abstrait et inopérant. Et voilà. Alors, si on prend politique en un autre sens, c'est-à-dire l'ensemble des convictions subjectives qui vous animent pour transformer la société selon l'idée que vous faites d'une société juste ou d'une société meilleure, ou d'une société conforme à ce que vous croyez être le réel, comme par exemple le principe identitaire, la passion identitaire, si c'est dans tous ces termes-là qu'on pense la politique, elle n'est pas en crise à proprement parler. D'une certaine façon, je dirais même que la crise du système constitutionnel donne sa chance, pour le meilleur ou pour le pire, à toutes les conceptions de la politique qui ne sont pas absolument internes au système dominant. Oui, d'une certaine façon, ça revigore ou ça déplace les oppositions. Vous évoquez le fait que
droite et gauche, en tout cas les étiquettes classiques qui ont gouverné en France ou ailleurs, ont pu se rapprocher et générer cette crise de la politique. Mais est-ce qu'on ne voit pas réapparaître, Michel Onfray, d'autres oppositions, justement, vous évoquez la passion identitaire, en tout cas d'autres clivages entre deux façons, deux politiques différentes. C'est peut-être plus celle d'antan qu'évoquait Alain Badiou à l'instant, mais une autre offre, justement, une autre séparation. Oui, moi je souscris à cette idée qu'il y aurait effectivement une crise de la politique politicienne, mais pas une crise de la politique, au contraire. Il y a une politique politicienne qui est enfermée dans un dispositif dont Alain Badiou a bien dit comment il était né, comment il avait fonctionné, comment il fonctionne aujourd'hui. Et on voit bien effectivement qu'il n'y a pas de représentation dans ce régime représentatif. Enfin, il suffit de voir comment ont fonctionné les élections présidentielles, puis les législatives qui ont suivi, puis les sénatoriales récentes. Les Français ne sont pas représentés par ce qu'on nomme une démocratie aujourd'hui. Donc ils en sont bien conscients, c'est-à-dire que quand ils ont voté massivement contre le traité européen, on leur a fait savoir quelques temps plus tard que ce contre quoi ils avaient voté, ils l'auraient tout de même, puisque de toute façon, il suffisait de changer 2 ou 3 petites choses et que, sous forme de traité de Lisbonne, on leur ferait manger ce qu'ils avaient régurgité précédemment. Donc ça, effectivement, c'est une crise de la politique politicienne. Les gens ont bien compris que ça ne servait pas à grand-chose de voter. En gros, le dispositif était fait pour qu'au bout du compte, on ait le choix entre le bien et le mal, le bien étant toujours un représentant de l'État maastrichtien, disons-le comme ça, et le mal étant toujours Marine Le Pen, qu'il faut toujours savamment arroser comme une fleur du mal pour qu'elle puisse être là. On a besoin d'elle, donc il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle y soit. Et au deuxième tour, on nous dit, bon, vous n'avez plus qu'à choisir entre Jean Moulin et Oradour-sur-Glane, donc le choix sera facile à faire, et massivement, un certain nombre de personnes y vont en disant, évidemment, il ne faut pas voter pour une personne, mais contre une autre personne. Mais de plus en plus de gens ont bien conscience que, effectivement, c'est un dispositif de prestidigitation. Mais en même temps, comme dirait l'autre, il y a une vraie passion pour la politique, dont je pense qu'elle est ce qui advient quand il y a 2 individus. C'est-à-dire que je pense que quand on est avec un être, quel qu'il soit, la politique démarre. C'est la question de la relation. Puis on ajoute un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est une famille, c'est un quartier, c'est un village, mais il y a des relations politiques qui supposent que nous sommes en société, que nous sommes en relation. Et ça, en revanche, ça bouge partout, en permanence, et c'est d'une extrême vitalité. D'abord parce que nous vieillissons et qu'il y a une jeune génération qui arrive, et les jeunes sont très sensibles à une politique très concrète. Les idéologies sont relativement mortes et ils ne se réclament pas de gens que nous lisions. Il n'y a plus de lecture de Marx, il n'y a jamais eu de lecture de Proudhon, il n'y a plus de lecture de Mao, il n'y a plus de lecture de Trotsky chez les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui dans les lycées. Et il se fait qu'ils veulent des expériences nouvelles. Et en ce sens, ça donnerait plutôt raison à l'autogestion, au socialisme autogestionnaire qui est le mien, c'est-à-dire cette idée qu'il ne faut pas déléguer le pouvoir, mais il faut que le pouvoir soit exercé par ceux qui sont concernés par ce pouvoir. Et là, on a un tas de jeunes qui, là où ils sont, des paysans qui produisent autrement et qui vendent autrement leurs produits, des gens qui créent des crèches alternatives, des gens qui produisent des réseaux divers et multiples. Et il faut compter aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui, pour le meilleur, permettent à des gens de produire une politique qui est alternative. Donc c'est une forme d'empirisme, en fait. Je pense qu'effectivement, on a laissé tomber une politique théorique, du genre, il y a des grandes idées, et à partir de ces grandes idées, nous avons des projets de société, au profit d'une politique pragmatique, empirique, au meilleur sens du terme. C'est-à-dire, on essaie, ça marche, ou ça ne marche pas, avec derrière une éthique, qui est une éthique de justice, de préservation, de démocratie directe, de préservation de la planète, enfin pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on sait que ça aussi, ça peut fonctionner comme une espèce de poudre aux yeux. Mais moi, je trouve très bien qu'il y ait cette crise de la politique politicienne qui soit doublée de l'émergence, pour l'instant sans nom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de possibilité de dire comment elle pourrait se nommer, quel personnage pourrait, et c'est tant mieux d'une certaine manière, mais il y a cette énergie que pour le coup, je dirais, révolutionnaire sans le sang, pacifique, c'est-à-dire on change les choses, on dit le capitalisme ne passera pas par moi. Et donc c'est pas un système, c'est pas... Non, parce que vous dites que les idéologies sont mortes, et ça a l'air de vous aller parfaitement. Alain Badiou, vous dites qu'il faut ramener à la surface l'hypothèse communiste. Donc vous voulez faire revenir quelque chose de l'ordre d'une idéologie. Et là, j'ai envie de demander à Michel Onfray encore, avant que vous répondiez à ça, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont Alain Badiou, dès les premières pages de son livre, cadre l'espace de la politique en opposant le pouvoir de l'État et l'idéal de justice, ce qui lui permet d'introduire après une opposition fondamentale entre
le capitalisme, la voie capitaliste, la voie communiste, et qui est tout le sens de ce livre, de réhabiliter l'hypothèse communiste. Comment vous voyez ça, justement en fonction de ce que vous venez de dire, où il semble que cette disparition des idéologies semble vous convenir. Je fais avec le réel. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce que fait Alain Badiou est intéressant parce qu'il est fidèle. Et c'est ça qui est intéressant. Il pensait des choses à une époque, il les pense toujours aujourd'hui, mais de manière dialectique, en estimant que des choses se sont passées et qu'il faut penser ces choses-là, les expériences concrètes dans les pays de l'Est, en Union soviétique, en Chine, à Cuba, etc., et qu'à partir de la pratique, il faut penser à nouveau frais une théorie qui, effectivement, permettrait de dire voilà ce qu'est le communisme. Alain Badiou dit très précisément, en 4 temps, ce qu'est pour lui le communisme. Et là, je me dis, c'est bien, parce qu'on dispose d'une base à partir de laquelle on peut penser, on peut réfléchir. Alors, moi, je ne souscris pas à la définition marxiste du capitalisme. C'est-à-dire qu'on estime que le capitalisme, il serait né à un moment donné et que cette hypothèse d'une naissance rend possible l'hypothèse de la disparition. Une espèce de modèle anthropomorphique qui fait que date de naissance, donc date de décès, et on peut faire ce qu'il faut pour tuer le capitalisme, achever le capitalisme ou le faire disparaître. Moi, je crois, hélas, que le capitalisme existe depuis qu'il y a des échanges. C'est-à-dire que depuis la préhistoire, quand la valeur se fait sur la rareté à partir de coquillages, par exemple, il faut voir les parures des hommes préhistoriques ou des choses comme celle-ci. On ne fait pas des parures avec des coquillages, avec des pierres, mais on le fait avec des coquillages un peu rares. Il faudrait réfléchir sur cette idée que le capitalisme, c'est le mode de production des richesses et qu'il y a un capitalisme dont le marxisme nous dit qu'il est effectivement industriel, mais que très en amont, il y a eu ce capitalisme et que je ne pense pas qu'on puisse l'abolir. Pour vous, il n'y a pas d'extériorité au capitalisme, c'est ça? Je pense que le capitalisme est inscrit dans l'histoire et qu'il faut le penser inscrit dans l'histoire, qu'il y a eu des capitalismes préhistoriques, des capitalismes féodaux, des capitalismes égyptiens, grecs, romains, qu'il y a eu des capitalismes européens, qu'il y a un capitalisme aujourd'hui écologiste, qu'il y a un capitalisme de la virtualité. Il y a un capitalisme pluriel, mais il y a le capitalisme, c'est ce que vous voulez dire. Alors, je ne serais pas platonicien, pour le coup, je ne pense pas qu'il y aurait un capitalisme comme il y aurait un marxisme ou un communisme, mais nominaliste, je le serais pour le coup en disant qu'il y a des capitalismes, c'est-à-dire des formes prises par le capitalisme, de la même manière qu'il y aurait des formes prises par le communisme. Ce qui est amusant dans votre référence à la préhistoire, c'est que vous dites qu'il faut sortir du néolithique. Voilà, j'allais effectivement enchaîner sur ce que vient de dire Michel Onfray. Je crois qu'il rebaptise capitalisme quelque chose de beaucoup plus vaste, en effet, qui est en réalité l'ensemble de l'histoire constituée de l'humanité à partir du moment où elle a inventé l'agriculture sédentaire, le pouvoir d'État, les configurations nationales, etc. C'est-à-dire à partir du moment où, en réalité, elle s'est constituée à partir, au fond, de sans doute 4 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, en Égypte, puis en Chine, où elle s'est constituée en rupture avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des petits groupes de chasseurs-cueilleurs dont on a connu encore quelques traces avec l'ethnologie. Alors ça, ce moment-là, ce moment où l'humanité se constitue sous le signe conjoint de la propriété privée des biens concentrés dans une aristocratie ou dans une oligarchie, un pouvoir étatique séparé et autoritaire, l'écriture inventée en même temps, tout ça définit une vaste ère historique. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a pas de nécessité de la nommer capitalisme. On sait très bien qu'elle a une figure, premièrement féodale, parce qu'à ce moment-là, la propriété porte directement sur la propriété foncière, sur la propriété des terres, qu'elle a un âge bourgeois timide qui commence dans le Moyen-Âge, et puis qu'elle a l'âge du capitalisme industriel. Donc le marxisme, c'est simplement, le marxisme n'est pas en désaccord avec ce que vous dites, simplement il tente de définir les singularités de la phase terminale de cette période néolithique. Voilà. Et il a des raisons de penser, je pense qu'il y a des raisons de penser qu'en effet, le capitalisme industriel tel que nous le connaissons est la forme terminale de cette longue séquence de plusieurs millénaires de l'histoire humaine au régime, en effet, de ce qui a été grosso modo appelé la révolution néolithique, et où on a le complexe fondamental de la propriété privée, d'un État qui en défend les formes spécifiques, et corrélativement à ça, des statuts dominants des larges masses. Alors, on sait très bien, il y a eu l'esclavage comme force productive majeure dans l'Antiquité, il y a eu le servage comme force majeure de productivité à l'époque féodale, puis aujourd'hui il y a le salariat. Voilà. Donc on peut très bien distinguer les figures successives de cette période.
Et la politique, moi, je termine sur la politique, parce que là, la politique peut se définir soit dans l'hypothèse d'une intériorité inévitable à cette figure finale de la période néolithique, soit comme l'idée que serait à l'ordre du jour aujourd'hui d'une sortie de cet ensemble complet, État, propriété privée, etc. Et que cette discussion ne peut pas être complètement évacuée parce qu'en réalité les conséquences on en tire, si on pense que c'est impossible de sortir de cet univers-là, ou qu'on pense que c'est une possibilité parce que le capitalisme en est la figure en quelque sorte exaspérée et terminale, on a deux définitions de l'orientation politique qui sont différentes. Alors justement, vous dites, face à ces deux orientations, vous dites on est en 1840, en gros. Vous dites même, vous écrivez même que d'ailleurs la situation est moins dure pour vous aujourd'hui qu'elle ne l'était pour Marx en 1840. Et face à cette situation-là, vous, votre œuvre, c'est de faire remonter à la surface l'hypothèse communiste. Oui. Michel Onfray saluait votre fidélité à l'instant, il a dit que vous étiez fidèle, effectivement. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à l'hypothèse communiste, et y compris au mot, d'ailleurs, ce mot communiste, c'est quoi? C'est par fidélité, par nostalgie, par affection, par... Non, pas du tout, parce que ce mot désigne exactement la chose elle-même. Communisme est opposé précisément aux catégories sur lesquelles repose en réalité le système général des sociétés oppressives antérieures, pas seulement le capitalisme, mais les autres aussi. C'est-à-dire il désigne le fait que ce qui est de l'intérêt ou du bien commun doit être mis en commun dès le protocole de sa production et de son existence, et qu'il y a un paradoxe insoutenable à ce qu'une oligarchie minuscule possède en réalité l'équivalent de ce que possèdent des milliards d'autres gens. Vous savez qu'aujourd'hui, la concentration de la propriété est sans précédent dans l'histoire. On peut dire, c'est des statistiques tout à fait officielles, que 260 personnes dans le monde possèdent l'équivalent de 3 milliards d'autres. Donc, à côté de ça, en réalité, la propriété féodale fait maigre figure. Un petit hobereau de la province était loin de pouvoir être comparé à Steve Jobs ou à ces gens comme ça. C'est d'ailleurs des milliardaires qui peuvent périodiquement donner toute leur fortune, parce qu'ils donnent toute leur fortune, mais en réalité, elle reste la même après l'avoir donnée, ce qui prouve qu'elle est infinie. Si on enlève quelque chose à l'infini, il reste infini. Et ça, je pense que ce sont quand même des données matérielles, des données effectives. Donc je dis communisme parce que c'est le mot qui a désigné ça. Si quelqu'un, pour des raisons argumentées, m'en propose un meilleur, pas tout le langage n'est jamais que le langage, mais je pense que la fidélité nominale a son importance dans cette affaire, parce qu'après tout, elle désigne en réalité la seule hypothèse consistante, étayée sur une analyse réellement sérieuse, approfondie, sur enquête et structure de la société existante aujourd'hui, et que une première expérience a été faite sous ce nom qui a échoué, je le dis sans hésiter, mais que c'est très périlleux de conclure d'une première expérience échouée sur un problème à la liquidation du problème lui-même. Voilà. Non, mais on pourrait chercher un autre mot. Ouais. C'est-à-dire de vouloir reconstruire un mot qui semble avoir été, vous en parlez longuement dans le livre, abîmé pour utiliser d'un euphémisme par un certain nombre d'expériences. Bien entendu, mais le fait que le mot soit abîmé ne doit aucunement vous empêcher de le reconstituer dans sa signification neuve. Hein. Franchement, vous croyez que le mot démocratie n'a pas été abîmé, même par le communisme lui-même, les États s'appelaient des démocraties populaires. Hein. Et socialisme, le parti nazi s'appelait national-socialiste. Si on veut accrocher au mot des casseroles, on en trouvera toujours. C'est très intéressant dans l'entretien. Aude-Lancelin ne cesse de vous poser toujours, en fait, régulièrement cette question, mais sachant la mémoire du communisme réel qu'ont la plupart des gens, comment on peut brandir ce mot pour provoquer un ralliement derrière lui, en fait. Elle vous pose vraiment régulièrement la question que vous pose Renaud par ailleurs. Et moi, j'ai envie de demander parce qu'il y a ce que dénote le mot littéralement, et puis il y a tout ce qui connote, tout ce qui charrie dans l'imaginaire, tout ce qui charrie dans la mémoire concrète qu'on a du XXe siècle. Vous, comment vous l'entendez, Michel Onfray, le mot communisme? Moi, je suis assez d'accord avec cette idée qu'il faut reprendre des vieux mots et leur donner un sens nouveau. Je me réclame du socialisme, moi, clairement, mais pas du communisme, justement, ce qui n'est pas la même chose. C'est la vraie différence. Alors, c'est quoi la vraie différence?
Alors, il y a dans le communisme cette idée qu'il faudrait effectivement une communauté des biens. Et vous dites jusqu'où ça doit aller en disant effectivement que ça épargne l'automobile, la maison ou ce genre de choses. C'est important de le dire, parce qu'effectivement, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on a pu voir dans les pays de l'Est ou en Union soviétique. Moi, je persiste à croire qu'il y a dans le socialisme français du 19e siècle une grande richesse, et que cette grande richesse, elle est oubliée. On ne lit pas les auteurs socialistes de cette époque-là, et qu'il y a, et on le voit avec le film de Raoul Peck là, sur le jeune Marx, on voit comment Marx a réussi plusieurs coups d'État, notamment celui qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas son socialisme à lui, prétendument scientifique, ce ne serait que des socialismes utopiques. Il n'a pas tort quand il s'agit de dire que Fourier est un utopiste, ou quelques autres. Peut-être Cabet, encore que Cabet, vous pourriez peut-être l'aimer, parce que son voyage en Icarie est un communisme. Et moi, je persiste à croire qu'il y a chez Proudhon un socialisme libertaire avec lequel on doit pouvoir composer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait... Parce que là aussi, il y a quelque chose d'important sur ce qui distingue communisme et socialisme, c'est la question de la propriété. Il y a intrinsèquement dans le communisme cette idée qu'il faut exproprier. Et il y a pour moi... Et là, ça renvoie à ce que vous dites sur la question de la nature humaine. Moi, je crois, et vous ne croyez pas, moi, je crois qu'il y a une nature humaine qui fait qu'on ne peut pas s'emparer des biens de quelqu'un sans que ce quelqu'un ne riposte. Il est dit, bien entendu, on garde ce que l'on possède personnellement. Vous précisez bien ça. Oui. Mais cette idée de dire, on va vous prendre, en estimant que les gens ne bougeront pas, se laisseront faire, suppose effectivement qu'on fasse l'économie de la violence. Et c'est peut-être la chose que moi j'aurais aimé voir plus développée dans le livre, cette question de la violence, qui est pour moi intrinsèquement associée à la question du communisme, de par l'expropriation. Parce qu'il y a expropriation, il ne peut pas ne pas y avoir de violence. Dans le socialisme, il y a un mode de proposition, d'organisation différente de la production. C'est Proudhon quand même qui théorise a priori ce qu'il appelle l'aubaine, qui deviendra la plus-value chez Marx par la suite, en estimant qu'il y a du socialisme quand on restitue l'aubaine à ceux qui l'ont produite. Il prend cet exemple de 200 personnes qui vont ériger l'obélisque sur la place de la Concorde en disant il faut 200 personnes qui travaillent 1 heure. Si on fait travailler une personne pendant 200 heures, on ne parviendra pas à mettre debout cet obélisque. Eh bien, il y a une force de travail qui n'est pas payée. Cette force de travail qui n'est pas payée, c'est l'aubaine. Il faut qu'elle soit payée. Et le socialisme, c'est ça. C'est l'idée qu'il faut payer la force de travail à des individus dont on sait qu'ils sont les producteurs de la propriété, sans lesquels il n'y aurait pas la propriété. Donc ça change tout. Cette idée que le communisme supposerait l'expropriation, alors évidemment pas de tout le monde, mais dans l'expropriation qu'il prévoit, il ne peut pas ne pas y avoir de violence. Alors que dans une organisation socialiste, on peut imaginer effectivement qu'il y aurait probablement un certain nombre de violences symboliques faites à des gens et qui en exprimeraient cette idée qu'il faut payer l'aubaine aux producteurs, mais il me semble que ça dispense d'envisager ce que j'appelle un socialisme débarbelé, quoi. Sur la violence, Alain Badiou. Vous êtes vraiment dans le socialisme utopique, là. Parce qu'il y a une sous-estimation absolue de la férocité des détenteurs de capitaux, qui ont à leur service, à l'heure actuelle, des masses de mercenaires, pratiquement l'armée des grands États, etc. Alors vous imaginez que ces gens-là, sans les exproprier, vont gentiment se rallier à votre socialisme. C'est une utopie misérable. Moi, je suis... La violence, bien entendu, comme tout le monde, la violence est dangereuse, détestable, etc. Mais vous êtes absolument impossible d'éviter le concept d'une violence défensive. Parce que tout pas en avant que vous faites, y compris dans votre propre idéal socialiste, se heurte à des adversaires qui sont des adversaires extraordinairement armés, disposant des capitaux, disposant de la police, Et vous croyez que vous allez pouvoir répartir, redistribuer, y compris l'aubaine, qu'ils extorquent jour après jour par milliards sans qu'ils bougent le petit doigt, vous vous trompez absolument. L'expérience historique, c'est au contraire que dès que se manifeste où que ce soit une tentative dans cette direction, eh bien, on a aussitôt des réactions extraordinairement violentes, des corruptions, etc. C'est-à-dire que leur férocité justifie le recours à la violence. Quand on vous attaque, il faut se défendre. Ça, moi, je pense quand même que tout acquis quelconque, y compris celui d'une zone libérée, celui d'une coopérative, quelque part,
que, évidemment, des capitalistes ingénieux vont vous proposer de racheter dans un premier temps, si elle marche bien, etc. Et puis si vous ne la rachetez pas, vous allez voir que finalement, on s'arrange pour que vous n'arriviez plus à distribuer vos produits, etc. C'est comme ça que ça se passe quotidiennement. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que le concept d'une violence défensive est inévitable parce que le socialisme, y compris le socialisme sincère qui est le vôtre, hein, pas celui, le socialisme fétichisé et nul sous lequel nous vivons depuis longtemps. Moi, le socialisme, pour moi, la première expérience du socialisme, c'était le gouvernement Guy Mollet, la guerre d'Algérie, la torture dans les commissariats parisiens, etc. Le socialisme, c'est aussi corrompu que communisme, comme mot, en réalité, hein, aussi corrompu, sinon plus. D'accord. Donc, la discussion n'est pas là. La discussion, c'est que, en politique, il y a des ennemis. Voilà. Il y a des ennemis. Mais je ne le nie pas. Hein. Et que les ennemis, vous ne les désarmerez pas par la non-violence. Il y a eu des expériences de non-violence à grande échelle, y compris en Inde, qui sont terminées par des catastrophes. Parce que la scission de l'Inde et du Pakistan a été un des épisodes les plus dramatiquement violents, cruels de l'histoire récente. Et c'était quand même l'aboutissement, en fin de compte, de la non-violence de Gandhi. Donc, en effet, je ne crois pas à la non-violence. Je n'y crois pas parce que la situation est violente. Voilà. Parce que la façon dont une entreprise est dirigée, la façon dont les capitaux se concentrent, la façon dont des régions entières sont pillées sous le couvert d'une occupation militaire, que tout ça, vous ne l'affronterez pas avec quelques initiatives locales de coopératives bon enfant. Michel Onfray, j'ai l'impression que vous, ce que vous entendez par l'horreur de la violence communiste que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas celle de la violence défensive, c'est tout autre chose, j'ai l'impression, selon vous. Oui, bien sûr. Selon lui, Sur la violence, vous voulez dire? J'ai l'impression que quand vous parlez de la violence communiste qui vous fait horreur, qui vous fait peur, c'est bien autre chose que la seule violence défensive dont vient de parler Alain Miesbach. C'est quelque chose d'autre. Moi, ça s'appelle le talion, la violence défensive. Et ça fait des siècles que les philosophes travaillent à expliquer qu'il y a autre chose dans la vie que de répondre à la violence par la violence, en estimant que la seule réponse qu'on puisse faire à des gens violents, qu'on méprise parce qu'ils sont violents, c'est d'être violent aussi, en estimant que notre violence est bonne. Moi, je fais partie effectivement de ceux qui ne vont pas voir si le mort est communiste, s'il est anarchiste, s'il est socialiste, je vois un mort. Et il y a juste un moment donné où effectivement la question se pose tout de même effectivement du rôle de la violence dans l'histoire, et est-ce qu'on doit la justifier, la légitimer, y inviter en expliquant que, après tout, le talion, c'est le fin mot de la pensée juridique ou de la pensée politique. Ce n'est pas du talion qu'il s'agit. Vous ne pratiquez pas la violence parce qu'on pratique la violence, vous pratiquez la violence parce qu'on veut détruire ce que vous êtes en train de faire. C'est autre chose. Vous condamneriez les gens qui ont organisé des maquis pendant la guerre quand les nazis étaient en France, alors à ce train-là, hein. Il s'agissait aussi de tuer des gens, après tout, sauf que mener des embuscades contre l'armée nazie, etc. D'abord, comparaison n'est pas raison. Si vraiment vous voulez parler de la résistance n'a fait aucune victime innocente. Mais ça c'est tout à fait inexact. Donnez-moi des exemples dans lesquels il y a eu des attentats dans lesquels... qui étaient ciblés, dans lesquels on a tué des nazis, des miliciens, des gens de la LVF, des gens impliqués dans la collaboration. Vous admettez donc que la violence contre les agresseurs étrangers ou contre les milices privées, etc., est légitime? Non, on est en train de parler de la place de la violence dans le dispositif communiste, dont je dis qu'il est effectivement obligatoirement associé. Alors on peut parler de la résistance aussi si vous voulez. J'estime que c'est facile d'aller chercher une belle violence en disant que puisqu'on défend celle-ci, on doit défendre toutes les autres. Je vous dis, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui avez parlé de la résistance. On n'était pas dans la question de la résistance. Vous indiquez que la violence défensive est inévitable dans cette C'est la réduction à Hitler, cette façon de faire, en disant que si on refuse la violence, on refuse la résistance. Alors on peut parler de la résistance. Moi j'estime qu'effectivement, j'en ai connu des résistants qui avaient à cœur effectivement d'éviter de faire des victimes innocentes. Bien sûr. C'est pas exactement la même chose. C'était même leur règle. Même une bombe. Voilà, donc on est d'accord. Donc je ne suis pas contre la violence, entendons-nous bien. Je suis pas. Alors tout de même. Oui, mais on peut s'entendre. L'alternative n'est pas violent, non violent, mais simplement d'imaginer que la violence est une arme suffisamment dangereuse pour qu'on ne commence pas avec elle. J'estime qu'on va pouvoir finir avec elle. Il n'y a pas de conflit entre nous sur ce point. Donc je voudrais qu'on ne commence pas le communisme par la violence, mais que pourquoi pas, si à un moment donné la violence est inévitable,
eh bien effectivement, on fasse et qu'on compose avec la violence. Mais on ne doit pas partir de la violence. Et moi, j'estime qu'on doit tout faire pour éviter la violence et qu'il y a un moment, quand on a tout essayé, estimer que peut-être on peut mettre en branle un processus violent. Mais comme le moindre mal, vraiment, ou comme la pire des choses, en estimant qu'il ne faut pas l'intégrer en disant c'est naturel. Parce que quand même, si nous parlons d'utopie, il y en a un qui est quand même massif en matière d'utopie, c'est quand même Marx. Je vous rappelle quand même qu'il dit que la mécanique du capitalisme va produire naturellement l'abolition du capitalisme. Que vous dites vous-même dans votre ouvrage que le capitalisme, et je suis d'accord, ne s'est jamais aussi bien porté. C'est donc la preuve que Marx a tort. Le capitalisme ne va pas vers sa propre fin, il va vers ses métamorphoses, ce qui me donne raison. Il y a des métamorphoses du capitalisme, mais pas une disparition du capitalisme, puisqu'il y a effectivement un durcissement, et les chiffres que vous signalez sont terribles. Moi, je les ai appris sous votre plume. C'est effectivement terrible. Mais moi, je vois au contraire un capitalisme en pleine forme, en excellente santé. Moi aussi. Et pas du tout. Alors ça donne tort à Marx, qui estimait que plus le capitalisme continuera, plus la paupérisation permettra mécaniquement, c'est-à-dire sans violence d'une certaine manière, la réalisation du communisme. On voit que ça ne se passe pas comme ça, que ça produit la paupérisation, mais sûrement pas le communisme. Pardon. Je vous en prie. Si Marx avait été si fort convaincu qu'il avait qu'à rester dans son fauteuil et que mécaniquement l'histoire travaillerait pour lui, il ne se serait pas démené comme un diable pour créer une internationale, s'associer avec Bakounine, écarter Proudhon, bourrant les urnes, suivre de très près toutes les grèves à Lyon, etc., écrire le texte qu'il a écrit sur la Commune de Paris, etc. Je pense que Marx, dans l'action, il y a deux aspects dans Marx. Il y a un aspect analytique, en effet, qui essaie de donner un peu d'espoir aux gens en disant que d'une certaine manière, la tendance est favorable à la révolution, etc. Et puis il y a un Marx effectif, le Marx des textes politiques, en réalité, qui analyse au contraire la complexité des situations, le fait que l'ennemi est encore extrêmement puissant, etc., et qui n'avait en effet pas prévu à quel point il allait le devenir encore. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que Marx en réalité est encore européocentrique. C'est-à-dire il n'a pas eu en tête l'image qui est celle du monde contemporain, d'une extension du capitalisme à des espaces gigantesques qui en étaient protégés. Évidemment, le devenir capitaliste de la Russie, de la Chine, du Brésil et probablement de certaines parties du continent africain dans l'avenir, ce devenir capitaliste est un accroissement de puissance considérable, le marché mondial est dilaté, les échanges sont multipliés, et dans cette hypothèse-là, effectivement, l'hypothèse communiste doit être reformulée dans des termes différents. Alors la chose assez paradoxale, c'est que Marx n'était pas marxiste, mais que vous l'êtes. Marxiste. C'est-à-dire je suis marxiste du bon Marx. Voilà. La question du capitalisme que vous posez, et l'âge actuel du capitalisme, pose la question de la mondialisation. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation capitaliste. Et vous écrivez, Alain Bayou, dans votre livre, que l'un des intérêts, l'un des atouts qu'on peut reconnaître à la mondialisation, l'un des aspects positifs, c'est son internationalisme. Et vous prônez un communisme internationaliste. Oui, je pense à l'heure actuelle que c'est beaucoup plus vrai. C'est bien la mondialisation pour vous, à vos yeux. Mais je pense qu'aujourd'hui, le point de départ, c'est ceci. Je pense qu'il est beaucoup plus vrai qu'au temps de Marx, une idée qu'on trouve quand même chez Marx, à savoir que le déploiement du communisme ne peut pas se faire sous le drapeau national. Je rappelle qu'un énoncé fondamental de Marx, c'est « les prolétaires n'ont pas de patrie ». Énoncé qui a été assez oublié, y compris par Staline et ses épigones. On a parlé de la patrie du socialisme, ce qui était quand même normalement une contradiction. Si les prolétaires n'ont pas de patrie, il ne peut pas y avoir de patrie du socialisme. Alors, il a compris ça, mais c'est aujourd'hui qu'on voit à quel point c'était vrai. C'est-à-dire que le capitalisme est mondialisé, en voie de mondialisation, qui n'est même pas achevée, qui est encore en train de se déployer. Et au regard de ce système mondialisé, l'initiative politique peut de moins en moins se contenter, elle, de demeurer dans l'espace local, national ou même villageois. Parce que la puissance du capitalisme, c'est précisément le contrôle du marché mondial en tant qu'il pénètre partout. Mais cette évolution, elle génère aussi des réactions un peu partout, pas qu'en France d'ailleurs, des réactions dites souverainistes. Il y a une aspiration à la souveraineté qui renaît dans les peuples. Mais bien évidemment, c'est-à-dire quand vous avez l'extension mondiale du marché et le capitalisme qui court derrière, vous avez la lutte entre deux choses possibles. Ou bien vous soutenez une hypothèse anticapitaliste radicale de sortie du capitalisme dans les conditions actuelles, ou bien vous avez des phénomènes réactifs dont
Marx parlait déjà d'ailleurs, du type religieux, national, crispation sur le fait de la nationalité hongroise, crispation sur l'islam, tout ce que vous voulez. Et ça, moi je vous le dis, s'il n'y a pas une réhabilitation de l'hypothèse communiste, ce qu'il y aura, ce sera une réhabilitation des fascismes. Parce que les gens qui sont exclus du système, ou qui sentent qu'ils sont exclus du système capitaliste dans les conditions du présent, si on ne leur propose pas une hypothèse de sortie quelconque, si on est inerte devant ce phénomène, si on considère que c'est une fatalité, qu'il faut toujours agir à l'intérieur de ce système, ils vont prendre les options antisystémiques d'une autre nature. Et cette autre nature, c'est toujours les identités. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, ou bien vous êtes du côté de l'universalisme communiste, ou bien vous êtes du côté d'une réaction identitaire. Sinon, vous êtes dans le bain, quoi. Hein. Pour le dire très clairement et pour poursuivre la question de Bruno, vous ne croyez pas à un souverainisme de gauche ou un souverainisme anticapitaliste? Pas du tout. Pas vous, c'est un non-sens. Quand on est souverainiste, on trouve toujours plus souverainiste que c'est ce que soi. vous dites. On est toujours rattrapé par Le Pen et sa clique. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. D'accord. Et par beaucoup d'autres en Europe aujourd'hui. Mais vos compagnons aujourd'hui politiques dans la gauche radicale défendent une position souvent de souverainisme. Mais vous savez, regardez l'abondance des polémiques qu'a dû soutenir Marx dans les années 1840 pour que prévale dans un milieu naturellement multiforme, avec d'innombrables tendances, son propre point de vue. C'est la même chose aujourd'hui. Je sais parfaitement qu'il existe des souverainismes de gauche, des gens pour qui l'alpha et l'oméga de la politique, c'est de sortir de l'Europe, alors que c'est justement la position des identitaires d'extrême droite aussi, un front commun un peu bourgeois quand même sur cette question. Je pense que tout ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il nous faut, c'est tenter, mais on est au tout début d'une chose extraordinairement difficile, tenter une réhabilitation et un redéploiement de l'hypothèse communiste à échelle mondiale, en effet. D'autant que, j'y insiste, le prolétariat est principalement en Asie aujourd'hui. On dit quelquefois aujourd'hui on n'est plus dans le monde des ouvriers, etc. C'est tout à fait inexact. Il n'y a jamais eu autant d'ouvriers dans le monde qu'aujourd'hui. Et c'est la première fois dans l'histoire humaine que les ouvriers en tant que tels représentent environ 50% de la population mondiale. Mais évidemment, quasiment les 2/3 de ces ouvriers sont en Asie. Alors c'est très difficile de se revendiquer du prolétariat quand on est dans un canton français. Vous vouloir sortir de l'Union européenne, vous considérez que l'Union européenne a servi la France, ou par exemple, il y a une question anecdotique mais qui est liée à l'actualité cette semaine, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale qui dépose un amendement pour que le drapeau de l'Union européenne ne soit plus présent dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Tout ça, ça vous paraît pas, ça peut pas être de gauche? Vous dites le souverainisme plus la passion identitaire, ça mène forcément pour vous au fascisme. Je pense à l'heure actuelle que le souverainisme de gauche est plus périlleux qu'utile. J'en comprends les racines. Il est tout à fait vrai que l'administration européenne est une médiation de l'autorité du capitalisme sur les territoires européens. Ça, je ne vais pas le nier, c'est une évidence. Mais combattre cette autorité par le repli national est, à mon avis, une fausse sortie. Parce que le repli national... vous trouverez des gens pour le gérer dans une violence bien plus grande que la vôtre. Vous serez obligé de vous associer aux forces organisées par les nationalistes et les fascistes dans les différents pays européens. Moi, je pense qu'au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est d'essayer de voir plus grand que le capitalisme lui-même, et non pas plus petit. C'est ça, le problème. Et c'était bien ce que Marx tentait de faire, après tout. Après tout, vous savez, proposer le modèle organisationnel d'une internationale en plein 19e siècle, c'était également tout à fait aller à contre-courant. Le 19e siècle, c'était la passion nationale déchaînée, qui a conduit finalement à la guerre de 14, au bout du compte, c'est-à-dire à la première grande tuerie historique. Donc, au fond, on est dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, il faut essayer de tenter quelque chose qui porte l'hypothèse d'émancipation au niveau auquel se trouve le capital lui-même. Je ne dis pas du tout que ce soit facile ni immédiat. C'est dans les traces de Marx et de tous les révolutionnaires du XIXe siècle. Et je crois qu'au regard de ça, le repli sur une base nationale, je n'y crois pas. Michel Onfray, l'aspiration souverainiste, elle est plus périlleuse, plus dangereuse qu'utile, comme le dit Alain Badiou, ou elle mène forcément à ces périls qu'Alain Badiou décrivait à l'instant? Je vois mal comment on peut être internationaliste avec l'Arabie Saoudite ou avec l'Iran, par exemple, aujourd'hui. Comment fait-on pour internationaliser une révolution alors qu'on ne parvient pas même
à la réaliser dans un pays comme la France. Moi, oui, je me réclame du souverainisme et je me réclame de la gauche. Donc c'est parfois périlleux parce qu'on a des amis qu'on n'a pas envie d'avoir et que je crois toujours qu'il existe une droite et une gauche. Je crois toujours que la droite et la gauche sont coupées en deux par effectivement une ligne de force libérale et une ligne de force souverainiste, mais qu'effectivement la différence se fait quand même sur des choses essentielles. Marine Le Pen, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Même si Marine Le Pen, on ne sait plus trop ce que c'est aujourd'hui. Il y a eu Jean-Marie Le Pen, il y a eu une Marine Le Pen philippotiste, il y a une Marine Le Pen qui risque de devenir une Marine Le Pen fidèle à son père à nouveau. Tout ça est un peu confus depuis que Philippot est parti et qu'il se réclamait du souverainisme. Donc je suis très content que ce monsieur soit parti et que le souverainisme ne soit pas dans ce parti qui a l'air de trouver désormais des vertus à l'euro, à l'Europe, au libéralisme et à toutes ces choses-là. C'est formidable que les choses se passent dans ce sens-là. Moi je pense que quand Mélenchon veut supprimer le drapeau européen à l'hémicycle, c'est pas une histoire d'idéologie, c'est une histoire médiatique. Il s'agit d'occuper le terrain, donc je pense que chaque matin, on cherche une occasion de faire parler de soi, donc en voilà une bonne, c'est comme amener une brique de lait à l'Assemblée nationale, d'être sans cravate. Pour moi, ça procède essentiellement de ça, parce que Mélenchon a tout dit, le contraire de tout. Voilà quand même un homme qui a voté oui à Maastricht, qui a longtemps défendu Maastricht et l'option maastrichtienne, donc pour moi, il n'est pas crédible si on a envie de penser la question de la politique. Je pense qu'effectivement, la question se pose en termes national, que le national, c'est pas le nationalisme, et que le nationalisme, c'est pas forcément la guerre. Je vois que dans l'abolition du national, on crée aussi beaucoup de misère et de pauvreté qui génèrent des guerres. Donc il n'y a pas une espèce de jurisprudence François Mitterrand disant, parce qu'il l'a dit une fois pour toutes au Bundestag, le nationalisme c'est la guerre. Ça reste à prouver. On parlait de la résistance tout à l'heure. La résistance est une modalité du nationalisme. Ça ne s'apparente pas à un désir de faire la guerre. Ça s'apparente juste à un désir de recouvrer une souveraineté perdue. Donc moi je pense que si on veut pouvoir agir, y compris sur le terrain révolutionnaire, ou socialiste ou communiste, quel qu'il soit, mais si on veut pouvoir agir, il faut recouvrer une souveraineté qu'on n'a plus. Alors si on est dans le débat du départ, dans la politique politicienne, effectivement, c'est pas le sujet. On a bien vu que tout était fait pour que ça ne le soit pas ou ça ne le soit plus. Mais on peut aujourd'hui imaginer qu'on peut être national et international. C'est pas contradictoire pour moi, le national et l'international. En même temps, comme dirait l'autre. Oui. Parce que le national, c'est pas la fermeture, les frontières, le barbelé, comme on voudrait nous le faire croire. C'est une zone géographique à l'intérieur de laquelle on va expérimenter les idées auxquelles on croit. Ça n'est que ça pour moi, le national. Ce qui fait qu'après ça, on peut entrer en relation, c'est-à-dire le fédéralisme, la coopération, la mutualisation, enfin toutes ces choses auxquelles je crois, ne supposent pas un nationalisme étroit, fermé, borné, comme on le dit souvent, mais simplement une façon de dire, nous pouvons produire, par exemple, des paysans peuvent très bien produire des choses de manière nationale en étant en relation internationale. C'est bien évident qu'on ne va pas ne produire sans exporter et éventuellement vivre sans importer. Donc la configuration internationaliste, elle est évidemment pensable. Mais je vois mal comment concrètement on peut imaginer qu'on ne fera qu'une bouchée avec l'hypothèse communiste de la question iranienne, d'Arabie Saoudite, de la totalité de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous en ferez de la question iranienne et de la totalité de l'Afrique et tout ça avec votre repli national? Quelle sera votre capacité d'intervention sur cette affaire? Elle sera encore bien plus nulle que si on est dans une figure internationaliste. C'est vous qui parlez d'un repli national. Moi, je ne parle pas de repli national. Si, vous parlez de repli national, absolument. Non, vous croyez qu'on peut créer un espace à échelle française, nationale, pour l'expérimentation que vous voulez? Vous croyez qu'on va vous laisser faire? Vous croyez que la France va être un espace paisible d'identification et de réalisation d'une politique socialisante dans le monde tel qu'il est? Mais c'est absurde. Et moi, je crois à la capillarité. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on ne donne pas la parole à ce socialisme libertaire qui puisse être local et global en même temps. Mais on ne lui donne pas la parole parce que le pouvoir n'en veut pas. Eh bien voilà. Alors, comment vous allez le renverser, ce pouvoir? Il ne s'agit pas de le renverser, il s'agit de le rendre inopérant. Ah ben ça... C'est toute la différence. Vous renversez, donc vous avez besoin de la violence. Moi, je pense qu'on peut faire l'économie débrancher ce capitalisme comme il fonctionne en disant on peut faire ailleurs et autrement. Ce qui économise la violence et ce qui montre effectivement qu'on peut faire, qu'on peut agir. Pas seulement dire réalisons la révolution de manière internationale, mais juste dire on commence comme ça, on fait savoir que c'est possible, et puis il y a une espèce de capillarité. Ça a déjà eu lieu, ça, vous savez. Ça a été toute l'idéologie proudhonienne des coopératives. Oui. Et toute coopérative, passé un certain seuil, est à la merci du marché mondial pour y être rachetée.
vous sous-estimez absolument l'adversaire. Vous sous-estimez absolument l'adversaire. Vous le pensez aussi pacifique que vous, d'une certaine manière. Je ne crois pas. L'adversaire, lui, ne recule devant aucune espèce de violence. Aucune espèce. Et ça, il faut le savoir. Sinon, on s'aventure. Mais en même temps, on n'a pas d'économistes qui pensent ces questions-là. Parce qu'effectivement, s'il y avait des économistes qui pensaient la question de l'autogestion, on pourrait peut-être avancer. Il y en a eu des économistes. Non, mais je parle d'aujourd'hui. Moi, je connais mes limites. Oui, mais l'économie, c'est une réalité. L'économie, l'essence de l'économie aujourd'hui, c'est la domination systémique du capital. Ça n'est pas autre chose. Alors on peut dans un petit maillon libre commencer un petit machin, mais dès que le capitaliste s'aperçoit qu'il y a ce petit machin, il va s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on peut résister justement avec des gens qui auraient les compétences qui nous permettraient, je ne les ai pas. Ce n'est pas des compétences qu'il vous faudra dans ce cas-là, c'est plutôt une armée. Tout de même. Ben voilà, c'est ça la différence. c'est tout ce qui nous distingue. Mais oui, mais parce que c'est comme ça. Non, moi j'avais une question. Ce qui vous distingue, c'est pas l'échelle du temps. Vous, en fait, moi ce qui me frappe dans votre livre, c'est au fond il y a quelque chose comme un messianisme qui s'installe vers la fin du livre. Vous parlez de sortir du néolithique, le temps long. C'est en siècles que vous pensez les changements. Michel Onfray parle plus pragmatiquement, concrètement de qu'est-ce qu'on peut faire demain, qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année à venir. Vous donnez l'échelle presque apocalyptique d'une sortie donc du néolithique de siècles. On est dans vous pensez les siècles à venir. C'est ça, fondamentalement, là, dans les discussions. Je pense que vous touchez un point réel. Ce qui est plus facile. Je pense que vous touchez un point réel. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, s'agissant de l'hypothèse communiste, je laisse pour l'instant l'hypothèse socialiste de côté, s'agissant de l'hypothèse communiste, en réalité, une erreur déjà de Marx, vous l'avez d'ailleurs souligné au début, je cite tous les deux d'ailleurs, une erreur de Marx a été de s'imaginer qu'on était dans une affaire de temps court. Ça, c'est vrai. Il a cru en réalité au XIXe siècle, en plein XIXe siècle, il a pris quelque chose qui en réalité en était à son démarrage pour une chose qui était déjà habitée par sa fin, hantée par sa fin. Et donc la révolution pour lui était une affaire immédiate. Il a cru ça, et d'autre part ceux qui ont appliqué cette hypothèse, Lénine et ses amis, ont eux oscillé sur ce point. Par exemple, Lénine pensait quand même que la révolution russe, ça ne pourrait pas tenir tout seul, qu'il faudrait que ça se passe aussi en Allemagne, etc. Mais en fin de compte, ils se sont ralliés non seulement à l'idée du temps court, mais à l'idée de l'espace restreint. C'est-à-dire, ils ont fait comme si l'hypothèse communiste pouvait travailler réellement, d'une part dans la foulée du XIXe siècle, et d'autre part dans un pays déterminé. C'est pour ça qu'ils en sont venus à parler de la patrie du socialisme, ce qui est une contradiction dans les termes. Alors effectivement, moi, je suis sur ce point d'ailleurs disciple de Mao et des Chinois, en général, de la civilisation chinoise, dans le temps long. Dans le temps long. Et je crois que les hypothèses du marxisme étaient des hypothèses qui, en fait, intrinsèquement relevaient du temps long. Alors le temps long, vous me direz, c'est messianique, il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe. Non, pas du tout. Le temps long suppose toute une série de pratiques immédiates. Justement, c'est ça. Dans le temps long, quand on considère le temps long, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas par où commencer. Et on ne sait pas si vous aurez raison, finalement. C'est pratique. Ça, je ne crois pas qu'il faut, dans quelque entreprise que ce soit, commencer à se demander si on aura raison de son vivant. Hein. C'est pas... Si les artistes même raisonnaient comme ça, il n'y aurait peut-être pas eu de grands artistes. Hein. S'ils avaient vraiment décidé qu'il fallait qu'ils soient reconnus immédiatement, comme ça, dans leur temps, et beaucoup enfin ont attendu un siècle ou deux. La politique, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai, parce que si l'hypothèse à laquelle je tiens est que ce qui est intéressant et vital, philosophiquement et finalement pratiquement, c'est qu'a été formulée une hypothèse qui n'est plus une hypothèse interne au néolithique, mais une hypothèse qui excède les lisières du néolithique. Hypothèse que, déjà, je voudrais le rappeler, a envisagé Rousseau. Parce que quand Rousseau dit le premier qui a enclos un champ et a dit « ceci est à moi », a à la fois créé l'humanité et ruiné l'homme. Il dit, voilà, le néolithique, c'est notre prison actuelle. C'est ce dont nous sommes les héritiers en termes de propriété privée, d'état despotique, d'asservissement de millions de gens, etc., etc. Si on veut sortir de ça, on est obligé de penser dans le temps long. Mais le temps long, ça ne veut pas dire que ça ne donne pas des injonctions pratiques immédiates. Une toute simple à l'heure actuelle, c'est qu'on fasse entrer, réentrer, reformuler
l'hypothèse communiste, comme Marx l'a fait en 1840, à échelle du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il va falloir évidemment s'adresser, non pas simplement à ce qui reste de paysans français ou à une France pratiquement complètement désindustrialisée, donc hors du coup, à vrai dire, mais qu'il va falloir trouver un lien avec les millions d'ouvriers chinois, les industries du textile au Bangladesh, etc. Comme, d'une certaine façon, finalement, les Allemands, Marx et Engels, se sont souciés d'analyser, d'enquêter avec une précision extrême sur la classe ouvrière en Angleterre. Parce que la classe ouvrière en Allemagne, ce n'était pas grand-chose. Aujourd'hui, on a le même temps. Il faut enquêter sur la classe ouvrière en Chine, la classe ouvrière en Inde. Et puis, il faut le faire dans l'idée, non pas qu'on va, à partir de là, liquider l'hypothèse communiste, mais qu'on va la reformuler. Et ça, ce sont des tâches, au contraire, qu'on peut proposer à tout le monde. Ce sont des tâches qu'on peut proposer à tout le monde. Ce sont des tâches immédiates. Et vous, Michel Onfray, vous n'êtes pas dans le messianisme et à l'horizon du temps extrêmement long, mais est-ce que vous n'êtes pas parfois dans une optique plus défaitiste ou je sais pas quel est le bon terme utilisé, celui de décadence, voire celui de décliniste. Non, pas du tout. Moi, décadence, vous disiez vers la fin, il n'y a plus qu'à sombrer. Qu'à sombrer. Non, vous avec précisez élégance. Oui, avec élégance, c'est vrai. C'est pas exactement la même chose. Il y a quand même tout un dispositif de l'élégance sur lequel on pourra revenir. Mais... Et la fin élégante. Oui. Mais moi, mourir élégamment. Oui, alors, je pense qu'Alain Badiou s'inscrit dans le schéma chrétien de la parousie. C'est une proposition dont je me défais justement dans Décadence, en disant on ne peut pas imaginer que la parousie soit susceptible d'être laïcisée, ou qu'on descende du ciel la parousie pour la réaliser sur Terre en disant il adviendra un jour un moment de l'humanité réconciliée. Je ne crois pas à ça. Et ce schéma qui est celui de Dieu... Je ne crois pas non plus d'ailleurs. Je pense qu'on peut sortir de l'état actuel des choses. Je ne suis pas du tout dans le dispositif de la parousie, de la promesse et de l'humanité réconciliée. Je pense qu'on peut sortir d'un système organisé autour de la propriété privée, et de l'État et de esclavage, servage et salariat. J'entends voilà bien, ce que je dis. J'entends bien, je prends juste la suite de la question que vous avez posée, en disant vous êtes sur un temps long, très long. Oui, ça oui. Là, pour le coup, sur une logique qui renvoie non pas à un individu, mais qui renvoie à l'humanité, à des siècles. Hein. Donc je dis juste que ce schéma-là, c'est le schéma de la parousie qui a rendu possible un schéma progressiste, dans lequel nous sommes encore enfermés aujourd'hui, qui est le schéma progressiste à la Condorcet, qui suppose effectivement que vous avez une abscisse, une ordonnée, que vous avez le temps, l'intensité d'humanité, et que plus le temps passe, plus il y a une intensification de l'humanité, que nous allons vers quelque chose qui va être ce que j'appelle la parousie. C'est-à-dire l'idée que le communisme... Mais on ne va vers rien. Non, vous m'introduisez une finalité. Je n'ai aucun moment parlé de finalité. Le temps long permettra la Mais le temps long, c'est pas communisme. parce que vous installez dans le temps long que vous installez dans une finalité. Je voudrais juste finir ma phrase. Le temps long qui vous permet d'imaginer que l'hypothèse communiste deviendra une réalité. Ça, que vous faites une hypothèse sur le devenir de quelque chose, vous aussi, vous pensez que ça va devenir une réalité, votre socialisme? Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. Dites-le à vos disciples, alors que vous ne pensez pas du tout Mes que ça disciples. va devenir une réalité. Vous les mobiliserez avec ardeur. Non. D'abord, je n'ai pas de disciples, d'une part, et d'autre part, je n'enseigne pas quelque chose qui supposerait que, après moi, on ferait la démonstration que j'avais raison. C'est pas du tout comme ça que je pense. Je pense, effectivement, je bricole dans l'incurable, s'il faut utiliser une expression de Sioran, quoi. Comment peut-on faire quand effectivement, vous n'avez pas écrit par hasard sur Saint-Paul, hein, je veux dire, et moi j'ai aussi écrit sur Saint-Paul pas la même chose, c'est-à-dire que je ne souscris pas à la parousie, je ne souscris pas au messianisme, je ne souscris pas au prophétisme. Et moi non plus. Il faudrait je suis un rationaliste intégral. Pas sûr. Un rationaliste du temps long, pourquoi n'y aurait-il pas une rationalité du temps long? Il y a un programme, vous dites quand même, là, oui, bien sûr. C'est ça qu'il faudra faire dans les siècles qui viennent. C'est une phrase incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Non, c'est un programme pour l'avenir, enfin pour le destin de l'humanité. Évidemment, mais l'hypothèse communiste était de ce genre-là, évidemment, mais ça ne veut pas dire que c'est messianiste ou parousique. Ça veut dire que vous faites des calculs rationnels sur ce qu'il faut faire maintenant, dans la société telle qu'elle est, dans la figure générale du chemin que vous indiquez, et dont vous savez en effet qu'il peut être extrêmement long, c'est tout. Mais ce n'est pas du tout ni prophétique, ni parousique, ça je m'indigne contre ça. Alors, vous indignez sur qu'on vous renvoie à une forme de messianisme et vous dites qu'il y a des décisions et à prendre dès maintenant, enfin voilà, des choix à faire dès maintenant, concrètement.
Et il y a une question quand même qui est absente de ce livre, en tout cas, et qui est présente beaucoup dans le débat public et dans les opinions, en France comme ailleurs, qui est la question identitaire. Vous avez évoqué tout à l'heure la passion identitaire. C'est une aspiration quand même, la question identitaire qu'on voit rejaillir depuis déjà un moment en France et ailleurs. Et elle est notamment liée à un autre enjeu qui n'est pas présent non plus dans ce livre, c'est les questions liées autour de la montée de l'islamisme, de l'intégrisme religieux. Vous parlez par ailleurs. Non, bien sûr, mais je parle de celui-là. Oui. Est-ce que ça, c'est, à vos yeux, c'est un faux enjeu, c'est une... Pas du tout. C'est un enjeu considérable. Comment est-ce que vous vous situez l'un et l'autre par rapport à cette question-là qui domine quand même l'actualité une bonne partie moi, des... je le fais dans le cadre général, que je veux dire de façon tout à fait abrupte. À défaut d'une résurrection de l'hypothèse communiste, vous aurez des passions identitaires déchaînées. Voilà. Ah, c'est le communisme ou le fascisme? Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Dans la crise générale de la distribution, dont nous sommes partis de là, la crise du parlementarisme, de la démocratie contemporaine, dans cette crise, les enjeux sont d'une nature telle, et la fin du capitalisme si lisible, bien qu'elle se présente sous la forme d'une expansion, que la masse énorme des démunis du monde ne peuvent se raccrocher qu'à des hypothèses générales, à des hypothèses qui les concernent et qui ont une portée universelle à leurs yeux. Et si ça n'est pas du côté de l'universalisme communiste, ça sera du côté de la rétraction identitaire, qui est déjà là, hein. On sait très bien, par exemple, que le déchaînement islamique dans les pays arabes a été corrélatif de la disparition totale des hypothèses socialistes et communistes, d'ailleurs, l'une comme l'autre, qui existaient encore dans les années 60 et 70 avec une grande activité dans les pays arabes. Des leaders bien connus comme Ben Barka au Maroc, etc., étaient des socialistes convaincus. Donc vous voyez bien qu'entre la disparition du communisme et de ce qui en relevait, y compris sous les formes dénaturées et obsolètes finalement, puisque ça s'est écroulé, et la résurrection de ces figures terrorisantes et fascisantes de l'identité, il y a un lien évident. Il y a un lien évident. D'autant qu'entre les deux, il y a ce que nous connaissons, c'est-à-dire une gauche et une droite malades, l'une et l'autre. Malades l'une par l'autre et l'une et l'autre. Et donc moi je pense que la question de la paix planétaire, y compris du point de vue des contradictions et du capitalisme lui-même entre nations, mais plus profondément la paix qui exige que les questions identitaires soient calmées, qu'elles ne soient pas offensives, agressives, hargneuses, criminelles, eh bien, s'il n'y a pas la résurrection d'une vision, ce que j'appelle une idée, voilà, de l'idée communiste, c'est-à-dire d'une idée universaliste adéquate à l'époque capitaliste dans laquelle nous vivons, nous aurons nécessairement des réactions identitaires partout et qui pourront être d'une sauvagerie considérable. Donc le communisme, c'est la réponse à ce qu'on appelle l'islamo-fascisme. Absolument. Sur le fond, c'est la réponse. Parce que sinon, vous avez la réponse qui est la réponse existante, c'est la réponse que j'appellerais occidentale. C'est-à-dire la démocratie. La démocratie, la laïcité. La démocratie, la laïcité, c'est une inflexion de la démocratie. Moi, je suis laïque aussi. La laïcité, ça veut simplement dire que le prof ne doit pas faire de prosélytisme religieux, évidemment. Mais ça, c'est pas à la hauteur du type de la figure absolument passionnelle que représente l'islamisme aujourd'hui. La démocratie ne peut pas lutter contre l'islamisme pour vous? On voit bien, elle lutte contre l'islamisme par les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire des moyens policiers et militaires, et on voit bien que ça crée en réalité des zones de turbulence planétaire extrêmement périlleuses, où les choses progressent à grand mal, et entre nous, avec des violences démesurées. Parce que malgré tout, il faut voir ce que sont les opérations militaires là-bas, le coût humain de choses comme la reprise de Mossoul par les troupes occidentales coalisées. Hein. Et ça ne produira rien de bon. Ça ne produira rien de bon. Et par contre, ce qu'il aurait fallu, c'est que nous puissions proposer à la jeunesse des troisième générations d'immigrés dans ce pays, une hypothèse organisatrice qui
soit à la mesure de ce qu'ils estiment être leur frustration, etc., et qui en même temps tiennent la bride au réflexe identitaire. Or, nous n'avons pas. Et c'est pour ça que la mort, par sa propre faute, ça je ne dis pas le contraire, mais la mort du communisme à échelle mondiale, c'est le début de la montée des périls nouveaux. Et ça veut dire aussi que l'islamisme naît de l'incapacité des démocraties à offrir aux générations que vous évoquez des débouchés à la hauteur de leur frustration, ce que vous venez de dire. Vous partagez cette opinion, Michel Onfray ? Mais pas simplement des démocraties. La responsabilité, c'est celle de l'intellectualité générale dans le monde aujourd'hui. Hein. C'est la corruption occidentaliste, si je puis dire, d'une toute une partie des élites arabes. C'est le fait qu'il n'y a pas eu de choses qui soient à la mesure de cette passion identitaire. Et pour que ce soit à la mesure de cette passion identitaire, ça ne peut pas être de vous dire, ah ben écoutez, il y a un bon modèle, hein, c'est la démocratie occidentale. Alors, c'est la démocratie occidentale, c'est pas votre... Ben non, c'est pas votre tasse de thé. Hein. Ben, c'est pas un bon modèle, mais je veux dire, on le voit bien. Je suis bien conscient qu'il y a dans le monde entier ce que j'ai appelé, moi, un désir d'Occident. C'est bien que l'Occident est proposé partout, par la télé, partout, comme le paradis sur Terre à la fin des fins. La meilleure preuve, c'est que des gens prennent le risque de se noyer dans la mer par milliers et par milliers pour y venir. Et pourquoi ils y viennent? Parce qu'on leur a dit que c'était très bien. Et quand ils arrivent ici, ils ne sont pas très contents. Hein. Et ils ne sont pas très contents parce que ce qu'ils voient, c'est quand même des inégalités monstrueuses, la difficulté de trouver du travail, le fait qu'ils sont plus ou moins bien vus, le fait qu'il y a un parti important qui déclare que c'est leur faute à eux, etc. Ils ne sont pas contents, mais peut-être qu'ils considèrent quand même que c'était pire là-bas, non? Bah c'est pire là-bas. Ouais. Ah bah, donc ça explique que... Évidemment. Mais c'est pire là-bas, il faut voir aussi pourquoi. Michel Onfray, sur cette question de l'islamisme et de la naissance de ce danger, de ce péril, et des moyens de le combattre, justement, vous partagez le diagnostic d'Alain Badiou ? Non, pas exactement, parce qu'il faut revenir aux faits. La révolution iranienne est quand même très antérieure à la fin de l'Union soviétique et de la chute du mur de Berlin, 10 ans avant. C'est-à-dire, il se passe 10 ans... C'est la même séquence. Ah, je veux bien que vous appeliez séquence des choses qui sont séparées par 10 ans. Non, mais j'étais déjà très malade. La partie a été jouée dans les années 60. Des siècles. C'est une virgule, mais quand même. Non, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une résurgence de l'islam politique, simplement parce qu'il y a eu des mouvements de décolonisation et que c'est l'écho des mouvements de décolonisation. Les mouvements de décolonisation après-guerre ont fait que, effectivement, l'Occident blanc chrétien qui est allé coloniser un certain nombre de peuples arabes, mais pas seulement, s'est retrouvé à nous expliquer que ces peuples étaient inférieurs, que leur religion était à évincer, qu'il fallait christianiser, catholiciser, etc. Et effectivement, il y a eu une espèce de congélation de la religion islamique dans les régimes coloniaux, parce qu'effectivement, il y avait imposition de cette religion catholique de manière violente et brutale. La décolonisation ayant lieu, la question des identités se trouve posée. C'est-à-dire, si effectivement vous n'êtes pas les colons des Américains, les colons des Français, et que vous cherchez une identité, comment est-ce que vous allez la constituer, cette identité? Alors, il y a eu une espèce de mixte un temps de l'islam et du marxisme. C'est suffisamment facile à voir. Dans la guerre d'Algérie, ça a fonctionné. Dans d'autres endroits, il y avait un processus d'émancipation qui était musulman et marxiste. L'islam comme religion des opprimés. L'islamo-marxisme comme effectivement religion des opprimés. Et c'était juste. C'était un dispositif intellectuellement efficace ou efficient. Et puis... ce dispositif islamo-marxiste s'est trouvé amputé d'une jambe avec l'effondrement, et là je serais d'accord avec vous, avec l'effondrement du marxisme. C'est-à-dire que cet islamo-marxisme est devenu un islamisme. On n'est pas allé chercher dans la lutte des classes, dans le Capital, dans Marx, des réponses à la question qu'on se posait, mais on s'est dit finalement c'est la charia qui va faire la réponse totale et globale. Il y aura dans la charia toutes les réponses politiques qui font effectivement qu'on aura une réponse critique à l'endroit du capitalisme aussi. Parce que le marxisme est une critique du capitalisme de la même manière que l'islam est une critique du capitalisme et du mode de vie occidental. Donc c'est ça qui permet la résurgence d'une identité. Et moi je ne suis pas contre les identités, je voudrais les multiplier, les identités. Je ne suis pas pour Saint Paul et son universalisme, en imaginant qu'il nous faudrait un homme nouveau, et un homme qui serait reconstruit, et ce de manière planétaire. Moi je suis un disciple de Ségalen,
de Victor Ségalen. Je suis pour le divers et pour la défense du divers. Donc pour toutes les identités, mais pour la multiplicité c'est-à-dire pas pour la disparition de la diversité au nom d'une unité qui nous ferait un homme qui ne serait ni blanc ni noir, ni homme ni femme, ni juif ni athée, ni etc. Une espèce d'être conceptuel, de personnage conceptuel, pour utiliser le vocabulaire de Deleuze. Non, je ne crois qu'aux diversités, aux réalités, aux multiplicités. Et en ce sens, je pense qu'on a le droit d'intégrer l'islam dans son processus identitaire. On a le droit d'imposer sa couleur de peau, ou de penser que sa couleur de peau permet de contribuer au processus humanitaire, mais on a aussi le droit de faire savoir qu'on peut être blanc, catholique, c'est mon cas, j'allais dire, c'est pas mon cas, je suis blanc, je suis pas catholique, mais hétérosexuel, etc., ou homosexuel, en disant voilà des diversités. Donc moi je suis pour les identités. Et je vois pas pourquoi on n'aurait pas droit à des identités nationales, parce qu'effectivement il y a des langues, il y a des cultures. La musique française, c'est pas la musique allemande, et c'est pas parce qu'on aura dit qu'on reconnaît 3 mesures de Debussy et qu'on reconnaît aussi 3 mesures de Wagner sans savoir, mais simplement comme ça, qu'on aura dit que Debussy c'était mieux que Wagner, puisqu'il n'y aurait pas eu Debussy de toute façon sans Wagner. Et donc il y a des identités nationales, régionales, locales, des diversités, des multiplicités. Moi je suis pour leur entretien. Alors que l'islam puisse rentrer aujourd'hui comme seul dispositif pour un certain nombre parce que le marxisme n'est plus là je suis d'accord. L'effondrement de la réalité communiste, avec ce que ça suppose de subventions, parce que là on n'est plus dans les théories, on n'est plus dans les idées, on n'est plus dans les concepts. C'est-à-dire c'était l'argent de l'Union soviétique qui partait pour permettre des révolutions, pour financer des révolutions. Les révolutions ne se font pas avec des idées mais avec des armes, pas avec des concepts mais avec des kalachnikovs. Et il y avait des livraisons d'armes qui permettaient la révolution. C'est pas seulement le concept, c'est aussi ça. Donc il fallait financer tout ça. Le financement n'étant plus possible par le bloc communiste, le bloc soviétique, il y a effectivement d'autres lieux dans lesquels on peut trouver des financements, des réarmements, des armements, y compris des armements idéologiques. Et moi je pense qu'il faut penser la question de la révolution iranienne. C'est quelque chose d'extrêmement important qui a eu lieu à ce moment-là, avec cette idée que Foucault d'ailleurs soulevait à l'époque, en disant c'est le retour de la spiritualité dans la politique, ce que j'ai trouvé terrible comme affirmation et comme position. Mais je pense qu'on en est là, et que s'il y a effectivement un désir d'impérialisme, c'est un désir. Il existe aujourd'hui, comme il y avait jadis un impérialisme communiste, il y a aujourd'hui un impérialisme islamique qui est revendiqué comme tel. Ça paraît clair. Il y a une communauté, c'est l'Oumma, il y a la charia, il y a le Coran. C'est une réalité extrêmement concrète qui suppose que c'est un mode d'opposition au capital et au mode de vie capitaliste. Donc effectivement, les femmes n'ont pas à être nues, n'ont pas à être exposées comme des objets, n'ont pas à être utilisées dans des publicités pour vendre des voitures. Le fin mot d'une vie n'est pas la drogue, l'alcool, la consommation ou le consumérisme. Il y a effectivement la proposition d'un mode de vie alternatif dans l'islam. Et cet impérialisme islamique, pour le combattre, il faut attendre donc des siècles et des siècles d'avoir réussi à ressusciter l'hypothèse communiste, de susciter une alternative donc pour repousser cette passion-là, cet impérialisme islamique. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? C'est quoi l'outil? Alors Alain Badiou disait qu'il était rationaliste. Moi je dirais, si on veut trouver un point de clivage, que je suis vitaliste. J'ai une vision des choses assez nietzschéenne en ce sens, et je crois qu'il y a des vitalités, il y a des puissances, et que la puissance... que ça meurt. Oui, d'une certaine manière, c'est ça. Il y a des vies, il y a des vies puissantes, il y a des vies déclinantes. Je ne pense pas, je l'ai dit dans Décadence, qu'effectivement l'Occident soit dans un moment de grande puissance ou de grande santé nietzschéenne. Pardon. Moi non plus, je pense pas. Donc on endure, par exemple, le terrorisme pendant le temps qu'il faut. Alors après ça, c'est autre chose. Qui est un des outils de cet impérialisme islamique. Oui, alors là, pour le coup, je pense qu'il y a deux façons de faire, et je crois, et elles empruntent à Nietzsche toutes les deux. Il y a une façon généalogique, qui consiste à dire d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que le terrorisme a lieu, comment il se passe, etc. Puis une façon qui renvoie à la moraline. Cette idée du le terrorisme, c'est pas bien, ils sont pas gentils. Les journalistes, un grand nombre d'intellectuels, d'éditorialistes sont aujourd'hui dans la logique un peu imposée par les médias d'information continue, du genre le terrorisme, ça se traite avec des injonctions, des mouvements de menton quand on est au pouvoir, et puis quand on est dans la rue par des bougies et par des nounours. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois effectivement, et vous non plus, je crois, je ne vais pas parler pour vous, mais quand on est dans une logique généalogique, on se dit, mais pourquoi des gens se comportent-ils comme ça, arrivent avec des kalachnikovs et mitraillent des gens à la terrasse d'un café, ou au Bataclan, ou etc. Et je mets ça en perspective avec ce que nous faisons, ce que l'Occident fait depuis des années, et il y a quand même eu 4 millions de morts musulmans sur la planète qui ont été causés par l'impérialisme américain, derrière lequel la France s'est engagée, sauf parenthèse chiracienne.
Donc on ne peut pas imaginer qu'on puisse bombarder des peuples, détruire des nations, détruire des dictatures qui étaient laïques et avec lesquelles des compositions étaient possibles ou pensables. Je songe à la Libye de Kadhafi, je songe à l'Irak de Saddam Hussein. Détruire tout ça en imaginant, en pensée magique à la BHL, que quand on aura détruit tout ça, surgira d'un seul coup naturellement la démocratie. Ça ne marche évidemment pas comme ça. Et pour le coup, si on veut vraiment regarder ce qui se passe quand quelqu'un égorge, décapite, etc., il faut voir ce que Clausewitz appelait cette petite guerre. C'est la guerre du faible au fort, avec une réponse. Il faut écouter ce qu'ils disent. Même quand si le père Hamel... même si la cible n'est pas forcément un pays occidental. Même si la cible du terrorisme islamique, c'est aussi parfois des pays de culture musulmane, des populations musulmanes dans ces pays-là, etc. Bien sûr, mais là parce qu'il y a des combats entre sunnites, entre chiites, parfois des combats tribaux. Ça, c'est pas une lecture purement postcoloniale. Non, je pense la question du terrorisme. Quand vous dites qu'il n'y a rien à faire, il faut attendre. Je dis non. Nous pourrions avoir une autre politique étrangère parce que la politique étrangère que nous avons et qui est islamophobe, je dirais, depuis à l'étranger, depuis que Mitterrand a décidé de cette première guerre du Golfe, nous avons démonté un dispositif qui s'est effondré et qui a généré ces réponses-là, les réponses de l'islam. Et puis, on a aujourd'hui des soldats perdus, je dirais. On voit souvent que quand on nous dit « Ah, mais il était délinquant, il fumait du hashish, il faisait du trafic de drogue, il a fait de la prison, donc c'est bien la preuve que ça n'a rien à voir avec l'islam. » Mais c'est pas incompatible. Que, effectivement, des individus estiment qu'on doit pouvoir se comporter comme ça. Souvenez-vous que le père Hamel, quand il se fait égorger, eh bien, il y a les gamins qui égorgent, disent à des dames, on ne va pas vous égorger parce que vous allez dire aux médias que si on fait ça, c'est à cause de ce que vous faites en Syrie, etc. A-t-on le droit d'écarter cette information sous prétexte que ce serait une information de terroriste et qu'il faudrait la tenir pour nulle ou non avenue, ou alors de se dire qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça, et qu'est-ce qu'ils disent les autres? Quand ils disent qu'ils vengent le prophète, quand ils disent c'est pour ce que vous faites en Syrie, c'est pour la guerre que vous menez, etc. Donc moi je voudrais qu'on pense en termes de géostratégie planétaire, qu'on puisse penser une politique pro-arabe qui nous permettrait d'arrêter d'aller les massacrer partout où ils sont, qui ne soit pas pour le coup antisioniste non plus, et que c'est une réponse que nous devrions pouvoir faire sans qu'on puisse dire il faut attendre que ça se passe. C'est une réponse ou c'est une partie de la réponse? Parce que ça n'empêche pas, par exemple, la révolution iranienne d'avoir eu lieu et d'avoir généré l'impérialisme islamique que vous évoquiez préalablement. C'est sûr. Moi, il y a un grand moment pour moi, c'est quand il y a cette fatwa contre Salman Rushdie et que personne ne bouge. C'est-à-dire quand on dit pour avoir écrit un roman, une œuvre de fiction, c'est-à-dire même pas un essai pour avoir écrit un roman, un homme se trouve condamné à mort et il n'y a aucune riposte digne de ce nom de la part de l'Europe. Aucune, c'est-à-dire on ramène pas un seul ambassadeur, on ne le rappelle pas, on n'a rien fait, on laisse faire. On a démissionné, vous voulez dire? On a démissionné, on a juste dit on va vous mettre des protections policières et puis on va régler le problème comme ça. Il s'est joué là quelque chose dans cette idée que si vous ne pensez pas comme moi, je vous égorge et j'irai vous traquer partout, vous serez sur la planète, quelque chose qui fait qu'on a changé j'allais presque dire de civilisation, qu'on change de Oui, je suis assez d'accord avec tout ça, en réalité. Je suis vraiment assez d'accord avec tout ça. Mais il faut bien voir que vous dites il n'y a pas eu de réaction occidentale par rapport à ce qui a été fait à propos de Salman Rushdie. Mais par contre, et vous le dites aussi, mais il faut le souligner, on a considéré comme tout à fait normal de détruire des régimes politiques au nom de la démocratie. Bien sûr. Ça valait pas mieux. Oui, ça valait pas mieux. Entièrement d'accord. Et je pense que nous payons le prix des deux. Oui. Voilà. Et sur ce point, je vous appuie. Et que la possibilité, la nécessité d'une politique entièrement différente sur toutes ces questions est d'autant plus grande que je pense que de même qu'avant la guerre de 14, les initiatives successives des puissances dans les Balkans et l'incohérence de leur politique sur les questions nationales de la région ont conduit à la guerre de 14, je pense que le Moyen-Orient, à l'heure actuelle, est une poudrière comparable. Absolument. Mais je reprends ma question. Pour autant, on peut considérer que la politique occidentale dans ces pays, etc., de longue date, a produit les dégâts que vous évoquez, notamment la réponse terroriste, en quelque sorte, la vengeance terroriste. Mais ça n'explique pas la radicalisation d'une forme d'islam à travers la révolution iranienne, le retour à une forme de spiritualité radicalisée qui caractérise aussi l'impérialisme islamique. Je pense que la genèse de la radicalité islamique, je le souligne à nouveau, est précisément liée à l'effondrement de l'hypothèse communiste. Et que vous ne vaincrez pas cette radicalisation sans une hypothèse alternative compréhensible et adaptée par les peuples concernés. Ça, je crois que c'est évident.
Parce que finalement, ce que vous dites est le complément de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, finalement, vous avez dit l'effondrement de l'hypothèse marxiste dans le monde arabe a libéré l'islamisme, finalement, comme représentant. Je voudrais aussi souligner au passage que je suis tout à fait partisan de la multiplicité des identités, naturellement. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la même chose qu'une multiplicité des identités, et qu'une politique identitaire qui consiste toujours à discerner dans les identités les bonnes et les mauvaises. Voilà. D'accord. Et ce que vous dites aussi, donc, c'est que la démocratie, ça ne peut pas représenter un idéal, ça n'est pas un idéal susceptible de répondre à ces aspirations. La démocratie, ce n'est pas un idéal. Mais le mot est trop incertain, vous comprenez. Moi, dans ma jeunesse, j'ai été contemporain après une longue période d'un gouvernement socialiste, soutenu mollement par les communistes à propos de la guerre d'Algérie, etc. C'était la démocratie. Mais qu'est-ce qu'elle a représenté pour la population arabe qu'on s'est mis à massacrer et à torturer dans les commissariats parisiens? Pourquoi il est plus incertain que le mot communiste? Pourquoi il est plus incertain que le mot communisme, le mot démocratie? Je ne comprends pas ça. Pourquoi il est plus incertain que le mot communiste? Le mot démocratie? Oui. Non, il n'est pas plus incertain. Je dis simplement que si on veut pour démocratie ne représente on peut expliquer pourquoi la démocratie ne fonctionne pas aujourd'hui comme un principe idéal dans la question que nous sommes en train d'examiner, c'est la question musulmane. Et je suis d'accord, a fait de mal à l'analyse qui a été proposée. C'est que c'est au nom des démocraties que des activités impériales typiques de destruction des États ont eu lieu. Voilà, c'est tout. Et de même, le mot communisme, actuellement, est maudit à cause, en effet, des conditions dans lesquelles le communisme s'est effondré. Je suis d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faille liquider les mots. Mais en tout cas, faut-il comprendre pourquoi ils ne sont pas opératoires aujourd'hui. C'est pas plus démocratie que communisme. À vos yeux, justement, à l'un et à l'autre, à vos yeux, Alain Badiou, est-ce qu'aujourd'hui on vit en démocratie? Ou est-ce que cette question n'a pas de sens? Oui. On vit en démocratie ici. Ça dépend vraiment de la signification qu'on donne au mot démocratie. Notamment une forme de liberté d'expression. Par exemple, le fait de défendre le régime, l'héritage de Mao en 2017, c'est la preuve que nous vivons en démocratie. Mais la défense de la liberté d'opinion dépend aussi du mécanisme selon lequel sont produites les opinions, vous comprenez. Et le régime des opinions n'est pas un régime neutre par rapport à la situation objective. La démocratie dans notre pays est en partie fictive pour une raison essentielle qui est, on retourne à notre point de départ et à notre controverse, pour la raison que la propriété, elle, n'est nullement démocratique, voilà. C'est-à-dire que les inégalités sont monstrueuses. Et que parler de liberté sans connecter la question de la liberté à la question de l'égalité la rend fictive. Quelqu'un qui a le pouvoir de faire changer la politique du gouvernement simplement en menaçant de désinvestir quelque part ses capitaux, il a une liberté politique que le petit arabe de la banlieue n'a pas. Ça, c'est pas la même liberté. On peut pas. Donc la démocratie, pour l'instant, elle est fictive, tant d'une certaine manière que les inégalités sont ce qu'elles sont. Voilà. Et en effet, la maxime révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, elle est tout à fait vraie, sauf que d'une certaine manière, telle qu'elle, elle sous-estime encore les connexions profondes entre liberté et égalité. Parce qu'évidemment, la liberté, c'est la liberté de faire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit une abstraction. Je serais vitaliste, là, pour le coup. La liberté, c'est une liberté vivante, effectivement. Mais la liberté vivante des uns dans une société comme la nôtre n'est absolument pas comparable à la liberté des autres. Parce que l'inégalité pourrit la liberté. Et c'est sur ce terrain qu'en fin de compte, peuvent surgir des impulsions identitaires au mauvais sens du terme. Pas au sens de la différenciation égalitaire, justement, mais au sens de la différenciation hiérarchique. Alors, des gens vont dire, bien sûr, l'Occident est très supérieur, il est dominant, il a l'armée, etc., mais mon identité est supérieure à l'Occident tout entier. Voilà. Et la meilleure preuve, c'est que je vais pouvoir descendre dans la rue et descendre ces salopards, voilà. Et ce sont des symptômes, ce sont même des pathologies limites de la chose, mais derrière, il y a quand même... J'y reviens, il y a quand même la situation pathologique créée dans l'humanité tout entière aujourd'hui par le fait que l'appropriation de ce qui devrait être commun n'est pas commune. Regardez, on pourrait donner des exemples stupéfiants. Par exemple, l'appropriation privée des bénéfices concernant l'industrie pharmaceutique, directement responsable de millions de morts en Afrique. La propriété, à vos yeux, elle est forcément antidémocratique. La propriété privée est forcément antidémocratique. La propriété, quand il s'agit de la propriété de production destinée au bien commun. C'est aberrant que des gens puissent décider dans un coin
du prix d'un médicament nécessaire à la survie des gens, en sachant très bien que personne en Afrique ne pourra l'utiliser, alors que c'est là que cette maladie est justement partout répandue. Ça s'est passé pour le sida, pendant des années et des années. Et tout le monde tolérait ça comme une des nécessités inéluctables du marché mondial et de la libre concurrence. Il a fallu que Lula, le brave Lula au Brésil, décide un jour que quand même on allait produire du générique sous juridiction de l'État, pour qu'on puisse enfin donner les médicaments pour le sida aux Africains qui sont morts par millions. Alors dans ces conditions-là, je pense que vous pensez que quelque chose comme un médicament qui apparaît, qui est nécessaire pour la survie de millions de gens, soit approprié de façon privative, de telle sorte que c'est la question du profit qui rapporte qui commande sa distribution, c'est une monstruosité, simplement. Vous partagez cette opinion, enfin, sur laquelle donc, nous ne vivons pas en démocratie? Oui, je suis d'accord sur tout. La liberté d'expression, le cadre formel de la démocratie, la liberté de vote, le multipartisme, ça c'est... Oui, mais la liberté d'expression, c'est quoi la liberté d'expression quand on sait que des gens ont les moyens de museler la liberté d'expression, des grands groupes, les journaux, qui appartiennent à des gens qui pensent tous à peu près la même chose, les radios, les télévisions. Alors on peut de manière alternative créer des médias, mais on est quand même beaucoup moins écouté, beaucoup moins entendu. Donc non, là je souscris absolument. En général, c'est ce qu'on dit quand on a encore des médias, ça. Dans les pays où il n'y a plus, où les journaux ont fermé, les radios ont été fermées, etc. Je pense qu'on n'a plus de médias. On n'a plus de médias. On a aujourd'hui une pensée à peu près semblable et unique sur ce sujet. Donc il y a quelque chose d'assez formel dans cette idée qu'on devrait pouvoir choisir entre certains journaux. Si vous faites une dégustation à l'aveugle comme avec des vins, vous pouvez lire un article en disant ça vient d'où ça? Le Figaro, Le Monde, Libération, l'Obs, etc. C'est très difficile de dire que... même vous pensez une autre... Vous portez une autre pensée, vous portez une pensée alternative, même. Oui. Et vous vous exprimez. C'est dans les médias, d'abord. Oui, bien sûr, justement, parce que je suis une caution. Les médias disent, regardez, on est quand même, on permet à des gens qui ne sont... Non, mais je réponds à la question que vous me posez, mais en disant juste, mais regardez comme on est démocrate, on laisse des gens s'exprimer, ils peuvent nous dire qu'ils ne sont pas d'accord, et c'est bien ça le propre de la démocratie. Non, je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'on peut dire, cause toujours, de toute façon, ça ne produira aucun effet. Sur cette idée des trusts pharmaceutiques, je souscris absolument, à fond. Vous avez complètement raison. Vous avez raison de donner les millions de morts. Parce qu'effectivement, quand on dit le marxisme, le communisme, millions de morts, etc., ce que je fais, moi le premier, on oublie souvent de dire aussi, oui, mais le capitalisme, c'est aussi ça. C'est laisser mourir des gens et estimer qu'on pourra faire 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions en ne donnant pas des médicaments. Ça aussi, c'est une façon de discréditer effectivement ce capitalisme-là. Moi, je suis pour une articulation liberté, égalité, fraternité, parce que je pense que la droite veut la liberté sans l'égalité. Et que la gauche, souvent, veut l'égalité sans la liberté. Et que si on veut vraiment résoudre cette tension, il faut faire de telle sorte qu'on ait la liberté avec l'égalité et la fraternité. Et le moment fraternitaire est un moment assez oublié. Vous avez raison de dire qu'il y a des gens qui crèvent la faim. C'est quoi la fraternité quand certains peuvent rentrer dans un restaurant et acheter le restaurant, alors que d'autres ne peuvent même pas entrer au restaurant parce qu'ils ne pourront pas s'offrir un café, par exemple, dans ce restaurant. Donc oui, effectivement, on a là, pour le coup, je vais utiliser le vieux vocabulaire marxiste, mais des libertés formelles. Liberté formelle de s'exprimer, liberté formelle de dire ce qu'on pense, liberté formelle de dire je vais voter, liberté formelle de dire je ne vais pas voter. Mais bon, je pense que tout a été fait pour que nous n'ayons pas, au bout du compte, le choix, quand il a fallu voter, pour le président de la République. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, une espèce d'entonnoir qui a été fabriqué, avec des journaux, avec la presse, avec des débats. Même si, comme dirait l'autre, ça s'est joué à peu. À 600 000 voix près, il y avait une autre alternative. On aurait suffisamment entendu Jean-Luc Mélenchon depuis l'élection présidentielle expliquer que Emmanuel Macron était un produit d'un concours de circonstances qui eût pu être radicalement différent à bien peu de choses. Oui, mais enfin, on ne peut pas faire de l'Uchronie, là, pour le coup. En disant, s'il avait eu ces 600 000 voix, il y aurait eu... Moi, je ne pense pas comme ça. Je dis que ce qui est important pour moi... pour moi, le chiffre important, c'est que la moitié des gens ne sont pas allés voter. C'est ça qui, pour moi, est important. C'est pas qu'après, des gens qui pensent globalement la même chose, parce que sur l'euro, l'Europe, le marché, etc., tout ça est à peu près semblable. Mais Mélenchon et Macron, c'est pas la même chose. Ou c'est la même chose à vos yeux? Ce serait assez la même chose pour moi. Oui, ce serait assez la même chose. Oui. État jacobin, centralisateur, culte de la personne et de la personnalité, grand talent dans le verbe, dans le projet politique, et puis concrètement... voilà. Alors, il y a un indice quand même sur Mélenchon qui est assez caractéristique, c'est qu'il se réclame de Mitterrand. De façon explicite et complète. Là, vous le dites justement. Ça c'est pas bon signe. À vos yeux, c'est pas bon signe, ça. Non, c'est pas bon signe. Je pense que Mitterrand en a déjà donné. Oui.
Et puis depuis 83, Mitterrand, on sait ce que c'est. Oui, voilà. Qu'il a rendu... Mitterrand d'après 83, naturellement. Voilà. Mitterrand, c'est quand même deux choses. C'est-à-dire le renoncement à la gauche dès 1983 sous prétexte qu'il fallait un virage libéral, avec l'ouverture d'une parenthèse qui n'a jamais été fermée. Et puis la deuxième chose, c'est 1990, renoncement à un pacifisme qui n'est pas pacifisme bélan, entendons-nous bien, mais à cette idée que la guerre, le plus tard possible, et si on peut l'éviter, c'est encore mieux, en disant à George Bush, à Bush, on va avec vous dans cette guerre. Voilà. Donc là, le mitterrandisme, là on est entièrement d'accord tous les deux, c'est renoncement à ce que le socialisme pouvait être au profit du libéralisme, et renoncement à un pacifisme qui pouvait fonctionner avec de la géostratégie, de la géopolitique, de la diplomatie, au profit de la préférence de la guerre. Et le projet que porte Jean-Luc Mélenchon, c'est l'inverse de ça, justement. En tout cas. Le projet de Mélenchon s'appelle Mélenchon. Et sur les États-Unis, le projet de Mélenchon s'appelle Mélenchon. Je pense que c'est tout. Il a juste envie de parvenir. Et il suffit de regarder son trajet, dont on ne parle pas d'ailleurs. Et vous avez raison de rappeler son mitterrandisme forcené, parce qu'il dit toujours qu'il a un certain nombre de passions, et dans ces passions, dont certaines sont communes avec vous, Robespierre par exemple, ou Fidel Castro, il y a aussi ce Mitterrand. Alors à un moment donné, on dit chercher l'erreur. Ça fait différence, ça. Voilà, ça fait toute la différence. Et le fait notamment qu'il s'est voulu, lui, comme d'autres d'ailleurs, mais porteur de ce qu'on a appelé le dégagisme. Est-ce que ça, le dégagisme, c'est pas quelque chose qui vous parle justement par rapport à ce vieux système que vous enterriez au début? Je crois que généralement le dégagisme est une orientation également extraordinairement risquée, pour une raison à laquelle je crois profondément, alors qu'elle est de nature un peu philosophique. Je crois qu'en politique, en définitive, l'affirmation est plus importante que la négation. Ça a d'ailleurs été, je pense, une grave erreur des révolutionnaires systématiques de penser que la négation entraînait la construction. C'était un mot d'ordre qu'on trouvait, y compris dans les entours du léninisme. La négation entraîne la construction. En fait, ce qui a été montré, c'est que non. C'est que, pour part, la négation entraîne la négation. Et ça, je suis d'accord avec vous sur ce point. Un certain type d'usage de la violence entraîne l'usage de la violence. Nous ne sommes pas égaliens tous les deux. Nous ne sommes pas égaliens tous les deux. Et non, nous ne le sommes pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et je pense qu'en réalité, c'est l'affirmation qui doit donner la mesure de la négation. Voilà. Oui. C'est l'affirmation qui doit donner la mesure de la négation. Et alors, de ce point de vue-là, je pense que tout ce qui se présente comme négativité pure, révolte absolue, la construction viendra après, tout le côté apparemment festif comme ça de la violence négative, je pense que l'expérience historique est que c'est extrêmement périlleux et que, en réalité, l'importance en politique d'une mesure donnée à toutes les figures de la négation par l'affirmation, c'est-à-dire par ce qu'on propose de faire et de faire exister, concrètement, est une donnée tout à fait essentielle. Vous êtes un peu réformiste, en fait, au fond, là aussi. Non, je ne suis pas réformiste, parce que la réformisme, ça consiste à bricoler des petits arrangements dans les coins. On sait ce que c'est. Le réformisme, c'est la bouée de sauvetage de la réaction quand elle se sent menacée. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit par le mot réforme. Aujourd'hui, quand on vous parle de réforme, il faut partir en courant. Ça veut dire qu'on va réformer le code du travail, qu'on va... Mais ça n'a pas toujours été le cas. Réformer dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des réformes qui ont été des progrès sociaux. Mais si vous regardez bien, elles étaient toujours portées par une grande affirmation. Si vous prenez les deux épisodes dans lesquels les principales réformes sociétales ont été faites en France, à savoir le Front populaire et la Libération, elles étaient portées par une subjectivité affirmative, qu'on allait changer le monde, qu'on allait faire autre chose. Et quand ceci est retombé, il se passe ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'y compris ces conquêtes-là, la puissance dominante veut les défaire aujourd'hui. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui nous est proposé comme politique aujourd'hui, c'est de défaire, de détricoter l'ensemble du système des réformes sociales issues de la séquence des années 40-50. Vous dites dans le livre, vous dites que le principal projet d'Emmanuel Macron, c'est d'abolir le statut de la fonction publique, enfin de supprimer je pense que c'est sa cible la plus cachée, parce que c'est celle qui fera quand même le plus de vacarme lorsqu'elle sera officielle, parce que le statut du fonctionnariat est une vache sacrée un peu en France depuis très très longtemps. Mais c'est absolument ce qui est pensé. Il y a, dans l'entourage même de Macron, on trouve des gens maintenant du côté évidemment du patronat, etc., qui disent carrément que ce qu'il faut, c'est supprimer l'idée même d'un travail public, de fonction publique. Et qu'il faut ramener tout le monde
à la précarité du salariat. Et ça, je pense que c'est la pulsion capitaliste dominante aujourd'hui, avec ce scandale absolument inimaginable que, alors même qu'on sait qu'il y a 10% de chômeurs en France, et qu'à l'échelle du monde, ce sont des masses qui se comptent par dizaines et centaines de millions de gens qui errent pour trouver un travail, eh bien le programme de la droite et bénéficiant de l'indulgence générale, c'est qu'il faut augmenter la durée du travail. C'est quand même stupéfiant. Ouais. En réalité, un calcul économique strict montre qu'aujourd'hui, normalement, la durée du travail devrait être autour de 25 ou 30 heures, maximum. Le problème, maximum, ce serait rationnel et ça donnerait du travail à tout le monde. Le discours, c'est d'augmenter la durée du travail pour augmenter la production de richesse. C'est ça. C'est pas pour augmenter la production de richesse, mais au prix d'augmenter la paupérisation massive de la planète entière. Donc, augmenter les richesses, c'est bien joli, ça, mais ça augmentera la richesse de ceux qui profitent du travail des autres. Ça, oui. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui monte de façon exponentielle dans le monde, c'est les revenus du 1% les plus riches. Ça, c'est un fait avéré, statistique et incontestable. Donc, on veut poursuivre dans cette voie. Il est quand même stupéfiant que quelqu'un arrivant au pouvoir en France aujourd'hui considère que c'est une nécessité absolue de supprimer l'impôt sur la fortune. Alors qu'il y a des gens sans travail dans la rue, par millions. Est-ce que vous reprendriez, l'un et l'autre, on parlait de la démocratie tout à l'heure et on parle de Macron, il y a l'expression de coup d'État social qu'utilise Jean-Luc Mélenchon à ce propos, sur le projet de Macron. Vous parlez de coup d'État démocratique dans votre livre. Oui, parce que je m'intéressais au coup d'État social, pourquoi pas. Ça veut dire ce qu'on disait, là, coup d'État social. Ça veut dire, finalement, une opération qui vise à liquider les particularités de la démocratie nationale française, qui sont ses particularités sociales depuis la libération. Mais les coups d'État politiques, ça m'intéressait parce que je me demandais comment il se faisait, c'est un phénomène qui a attiré l'attention, que dans un contexte politique particulier, tout d'un coup, on voit surgir quasi simultanément une personne qui n'est issue de nulle part du point de vue des zones politiques constituées, et tout un parti entier qui le suit. Alors, ça m'a rappelé quand même les moments plébiscitaires de l'histoire française, indubitablement. C'est-à-dire quelqu'un qui déclare qu'il est antisystémique, donc lui, il rassemble tout le monde, il est de droite et de gauche, voilà, donc il va promettre ce chose, et d'autre part, quelqu'un qui, au lieu d'être le dirigeant produit par une carrière politique, etc., d'un parti, est au contraire celui qui produit le parti. Parce que Macron, il a fabriqué son parti. C'est De Gaulle. Macron, c'est De Gaulle. Mais absolument. C'est ce que j'appelle la tradition bonapartiste française, la tradition plébiscitaire française, absolument. Dont le premier exemple le plus absolu a été Napoléon III. Mais après, ça a été une tentation permanente de la France. Et De Gaulle, en effet, s'est inscrit dans cette figure et a construit aussi son parti autour de lui. Et Macron, c'est ça. Macron, c'est. Alors, je dis, c'est un coup d'État non militaire. Validé dans le cas de De Gaulle, il y avait quand même quelques soldats derrière, mais en 1958. Mais dans le cas de Macron, c'est un coup d'État non militaire, absolument. C'est-à-dire les règles du jeu sont bouleversées, on voit surgir du désert des gens qui s'emparent du pouvoir, à leur tête un flambard de petits cadres du capital moyen, et puis voilà. Coup d'État validé par un détail, mais par le suffrage universel. Napoléon III s'est fait valider par un plébiscite immédiatement, et il a été courageusement validé. De Gaulle a aussi été validé par tous les référendums que vous voulez, jusqu'à ce qu'on le mette à la porte. Macron est un petit peu plus précaire, parce que il a des problèmes qui sont d'une autre envergure ou d'une autre difficulté que de mettre la fin à une guerre, comme c'était le cas pour De Gaulle pour la guerre d'Algérie. Enfin, il est là pour mener la guerre sociale, ça c'est vrai. Il est là pour démanteler l'ensemble, autant que faire se peut, augmenter la charge de travail des pauvres et diminuer les impôts des riches. C'est son programme en 2 mots. Geoffroy, vous partagez cette vision d'un coup d'État social Oui. Médiatique aussi. Un coup d'État médiatique, oui. Parce que quand vous dites vote. Validé, oui, mais la moitié des gens n'y sont pas allés. Oui, mais et dans ceux qui. Non, c'est pas ça. Non, il y a un moment donné où si les gens n'y vont pas, c'est pas juste qu'ils sont des crétins, des imbéciles ou des gens dépolitisés. Ce sont juste des gens qui ont bien compris que ça ne servait à rien
de se déplacer, comme jadis avec Chirac devant Le Pen. Ça ne servait à rien de se déplacer puisque les choses étaient déjà jouées dès le premier tour. D'ailleurs, Macron ne s'y est pas trompé, il a fêté son élection le soir du premier tour. Donc, je crois que vous parliez de l'abstention au premier tour. Au premier tour, il y avait une offre différente ou c'était tous les mêmes de toute façon? Non, il n'y avait pas d'offre différente. Ce qui était vraiment... il s'agissait de discréditer le souverainisme. J'ai toujours trouvé très étonnant que Jean Lassalle trouve 500 signatures et que Le Pen et Mélenchon ne les trouvent pas. C'est quand même drôle. Marine Le Pen est présente au second tour, elle a des difficultés à trouver 500 signatures. Jean Lassalle, qui fait 1%, il les trouve tout de suite. Donc il y avait probablement des gens qui avaient intérêt à ce qu'il soit là, parce que si le souverainisme était représenté par un berger avec un fort accent venant des Pyrénées, c'était formidable, parce que c'était un client formidable pour les guignols, donc on guignolisait l'option souverainiste. Après, on en avait 2 ou 3, dont un pensait qu'il fallait aller sur la Lune et faire la conquête spatiale. On s'est dit, formidable, tous les souverainistes, ils ont trouvé leurs 500 signatures, ils veulent aller sur la Lune, et ils voudraient qu'on parle basque à l'Élysée. Donc si effectivement on en était là, oui, il y a eu un coup d'État médiatique. Mais jusqu'à la fin, où on a laissé faire, parce qu'il y a quand même eu 6 millions de morts à Auschwitz, et on a laissé faire cette obscénité d'un Macron allant à Oradour-sur-Glane en disant vous avez bien compris, 2 jours avant de voter, là, vous avez bien compris que je vais à Oradour-sur-Glane. Et puis le lendemain, au cas où on n'aurait pas compris, il est allé au musée de la Shoah, pour nous dire une 2e fois, vous avez vu, les choses essentielles. Vous ne voulez pas que ça recommence, Oradour-sur-Glane, donc il faut voter pour moi quand même. Il y a plein de gens qui, effectivement, ont estimé que le danger était là, le fascisme, Marine Le Pen, etc., et qu'il ne fallait pas voter pour Macron, mais contre Marine Le Pen, de sorte que, effectivement, quand on en est là, avec ce que vous appelez effectivement le plébiscite, et quand on vous dit vous n'avez plus le choix qu'entre le bien et le mal, puisqu'on nous a présenté les choses comme ça, il y a des gens qui disent non, je ne crois pas à ça, je n'y vais pas, et ceux qui y vont qui disent bah oui, je vais choisir le bien. Globalement, les gens qui ont choisi Macron pour ce qu'il était et ce qu'il voulait sont minoritaires, et je souscris à cette idée que l'ubérisation est son projet politique. Que supprimer les contrats, supprimer le contrat de travail, supprimer le droit du travail, supprimer le statut de fonctionnaire, pour faire de telle sorte que tout le monde soit précaire, c'est-à-dire qu'on puisse caporaliser dans l'entreprise et faire de telle sorte que celui qui travaille ait peur d'être viré, peur de ne pas être repris, et il produit ça. Et on voit bien quand il parle de bordel, pour parler de grévistes qui s'expriment, le bordel, on se dit, un président de la République ne devrait pas dire ça. Est-ce que c'est pas terriblement défaitiste? Face à ça, à ce projet, on peut dire, voilà, c'est ça le projet Macron, face à ça, donc il faut prôner, comme le font d'autres, le statu quo. Il ne faut rien changer, il ne faut pas... Non, mais je pense qu'on était d'accord sur cette idée que la démocratie, comme elle fonctionne... Concrètement, aujourd'hui, dans le modèle social français, issu du Conseil national de la résistance, il faut... Mais c'est le modèle jacobin avec lequel il faut en finir. Même s'il y a 4,5 millions de chômeurs en France, une situation financière du pays, des déficits publics extrêmement importants. Enfin, la société française, l'économie française n'est pas la plus florissante de la planète, avec ce système-là. Mais je ne pense pas que, de toute façon, en faisant ce que fait Macron, ce sera mieux. Ça fait 25 ans qu'on le fait, ça. Depuis Maastricht et l'option libérale, une fois à droite, une fois à gauche, c'est la même politique. Il faudrait que ces gens qui ont derrière eux 25 années d'expérience concrète de politique aient la possibilité de faire une autocritique en nous disant « Bon, on fait le bilan, c'est pas franchement ce qu'on vous avait dit. On nous avait dit « Entrez dans cette voie-là ». Et souvenez-vous, Mitterrand, quand il invitait à voter pour Maastricht, c'était fin de la misère, fin de la pauvreté, fin du chômage, l'amitié entre les peuples, la fraternité, tout ça était formidable. Moi, je demande un droit d'inventaire en disant, depuis Maastricht jusqu'à aujourd'hui, qu'avez-vous fait? Le chômage, c'est pas vous. La violence, c'est pas vous. La précarisation, c'est pas vous. Le terrorisme, c'est pas vous. C'est les autres, c'est jamais vous. La paix au sein de l'Union européenne, c'est encore un argument pour sauver et perpétuer l'Union européenne? C'est quoi la paix? Moi, il n'y a pas de paix sociale. La paix, la guerre, c'est par exemple, s'il y a une guerre demain en Espagne, entre la Catalogne et l'Espagne, on verra ressurgir la guerre au sein de l'Union européenne. Ça, je ne pense pas qu'il y aura la guerre. Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas faire de prédiction sur ce sujet-là, mais la guerre n'est plus pensable, me semble-t-il, en Europe. Enfin, avec les Balkans peut-être, mais je ne pense pas que cette paix, comme vous la présentez, soit vraiment si pacifique que ça. Comme une extrême violence, une extrême brutalité. Vous parliez des morts. De ce que font les trusts pharmaceutiques, ce sont des choses dont on ne parle pas. Il y a des façons de tuer qui sont des façons silencieuses. Je pense qu'on découvrira un jour que les épidémies de cancer ou ce genre de choses, Alzheimer et autres, ont à voir avec ce que nous ingérons. Donc aussi bien les médicaments que les nourritures dont nous pensons qu'elles sont saines et qui nous intoxiquent. Il y a plein de gens qui savent qu'ils produisent
des intoxications massives de gens qui produisent la mort d'un certain nombre d'individus, mais comme de toute façon, seules 2 ou 3 personnes de temps en temps le disent, sont cette femme qui avait attiré l'attention sur le Mediator, par exemple, qui a dit, regardez, on empoisonne des gens, on les intoxique, et même aujourd'hui, quand vous voulez manger simplement, vous vous retrouvez intoxiqué. Il a été question un peu des perturbateurs endocriniens. Il y a des gens qui massivement mettent sur le marché ces perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils abîment la santé ou qu'ils produisent des morts. Donc oui, vous avez raison, il n'y a pas de guerre armée, mais de la même manière que les coups d'État sont multiples, les guerres peuvent être multiples aussi quand on sait très bien qu'on peut très bien rayer de la carte des gens en estimant que, pourvu qu'on vende des médicaments et des produits frelatés en matière alimentaire, eh bien, si les bénéfices sont là, peu importe qu'on efface les gens de la planète. On est déjà en guerre, en fait, Alain Badiou. Nous sommes déjà en guerre, en fait. De toute façon, oui, mais je voudrais souligner que, y compris la guerre réelle, elle existe ou elle se prépare dans d'innombrables régions du monde. Hein. Vous nous la promettez, hein, à un moment donné. Vous dites que ce sera la guerre. C'est certain. Vous dites c'est certain, il y aura la guerre. Moi, je ne dis pas quand. Mais... Pas quand, mais... Je pense que oui, D'ailleurs, pour une fois, je pense comme certains hauts gradés de l'environnement de Trump. Il y en a un qui a dit il n'y a pas si longtemps, nous nous expliquerons définitivement avec la Chine dans un délai de 5 à 10 ans. Lui, il a donné la date même. Voilà. Mais je ne vois pas comment on l'éviterait aujourd'hui. Parce que la régulation concurrentielle du marché mondial n'est visiblement pas au point. Donc, la guerre a toujours été produite depuis la guerre de 14 jusqu'à nos jours par les prétentions d'une puissance à conserver l'hégémonie ou les prétentions d'une autre à la lui disputer l'hégémonie. Finalement, la guerre de 14, c'est l'Allemagne qui voulait que le monde ne soit pas partagé entre les Anglais et les Français. L'Allemagne voulait sa part elle voulait la part de ce partage. Alors après, le déclenchement, il est lié à des circonstances tout à fait particulières, mais c'est ça le fond de l'affaire. Aujourd'hui, petit à petit, nous revenons dans une situation comparable. C'est absolument évident que la Chine et la Russie veulent avoir voix au chapitre, au même titre que les Occidentaux, ou même davantage. La Chine réarme à fond, elle colonise les îles de la mer de Chine à son profit. Les Américains, tout le monde réarme aujourd'hui. Tout le monde réarme. Les fronts sont... Donc, et après, on sait très bien que le déclenchement effectif des choses n'est exactement voulu par personne, mais a lieu parce que, quelque part, un incident intraitable diplomatiquement a lieu. Moi, je pense que les considérations de ce genre sont tout à fait d'actualité. Est-ce que Trump, précisément, c'est pas la preuve, puisque vous l'évoquez, Trump, ce bellicisme, cette provocation permanente qui peut effectivement générer un accident à un moment ou à un autre qui enclenche cette... Est-ce que Trump, c'est pas précisément la preuve, que finalement, à la marge peut-être, mais la marge est quand même importante, la droite et la gauche, en tout cas, en l'occurrence, lors de cette élection-là, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Trump, peut-être qu'on ne serait pas dans une période aussi... Elle serait compliquée, elle serait externe, mais peut-être pas aussi incertaine que ce que vous décrivez, non? Oui, mais je pense qu'on peut dire raisonner en sens inverse. On peut dire le fait que quelqu'un comme Trump puisse être élu est aussi le signe que l'instabilité de la situation est quand même considérable. Et de même, moi, je pense que... Mais ça aurait pu être autrement, là aussi. Là aussi, ça s'est joué à peu de choses, ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être... Ça aurait pu être autrement. Il aurait suffi que le scrutin ait la même règle qu'en France, et ce serait Hillary Clinton qui serait élue, avec 3 millions de voix d'avance, bien sûr. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Le fait est qu'il y a quelques années, l'élection de quelqu'un dans la figure de Trump paraissait pas une possibilité véritablement inscrite à l'ordre du jour en ce qui concernait les États-Unis, mais ça s'est passé quand même. Et même l'élection de Macron, ici, est pathologique. C'est pas une élection ordinaire, c'est pas une élection dans la continuité systématique des choses. Elle est issue de la dégradation d'un ancien système. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Dans la dégradation d'un ancien système... Vous dites qu'elle est pathologique, lui il dit que c'est un remède. Oui, mais la dégradation de cet ancien système, on en a parlé au début, est une dégradation mondiale. C'est le système bipartisan, gauche-droite, etc., et donc la légitimité que donne le protocole électoral, etc., tout ça est fortement ébranlé. Et tout ça est fortement ébranlé, et il faut bien voir que l'ébranlement des stabilités intérieures favorise toujours les aventures extérieures, évidemment. Et que de ce point de vue-là, je pense que
Je pense qu'il y a un emballement du capitalisme mondialisé il y a une euphorie libérale qui s'est déjà heurtée à la crise en 2008. Mais finalement, on a effacé cette crise en ne s'en prenant à aucun de ces acteurs fondamentaux. Tous les grands banquiers sont restés bien tranquilles dans leur coin. Et cette crise a été surmontée en apparence, mais en réalité, elle continue à régner par en dessous. Et le monde, aujourd'hui, est un monde incertain. Et il est déséquilibré, je veux y revenir parce que c'est mon dada, donc il est déséquilibré par le fait qu'il n'y a pas, à échelle d'ensemble, une hypothèse alternative vivante. Donc d'une certaine manière, il y a un consensus dominant sur cette situation qui, à mon avis, est une situation gravement déséquilibrée et dont on ne peut pas dire qu'elle va durer. Voilà. Non, moi j'ai une question Vas-y. pour sortir un peu de... Bon, peut-être on va s'orienter vers la fin. J'ai une dernière question à vous deux qui me dit quelque chose qui m'a frappé à un moment donné dans votre livre. À propos de la place et de la fonction des intellectuels aujourd'hui. Vous dites ceux qui manquent, ce sont les intellectuels. Quelques pages plus loin, vous racontez comme on vous dit souvent merci dans la vie, dans la rue quand on vous rencontre. Et ensuite vous dites, au fond, ce qui est dramatique, c'est ma solitude. Alors ce qui me frappe quand vous écrivez ça, c'est que je lisais il y a quelques jours dans le livre d'entretien d'un de vos amis, on pourrait dire comme ça, à savoir Jean-Claude Milner, avec qui vous avez fait un livre d'entretien, il dit exactement la même chose. Ce qui manque, ce sont les intellectuels, et ce qui me frappe, c'est ma solitude. Je voudrais savoir, comment comprendre ce moment où effectivement les intellectuels se sentent effectivement seuls, sans interlocution possible. En même temps, vous faites beaucoup de dialogues, vous faites beaucoup de livres de dialogue, et j'aimerais avoir votre avis aussi sur ce diagnostic-là, sur la vie intellectuelle en France. Mais ce que je pense, c'est que l'existence de figures dialogiques, ou du sentiment qu'il y a une figure dialogique, est liée précisément à une clarification minimale des enjeux stratégiques. C'est des enjeux qui sont à la mesure de l'intellectualité. Que l'intellectualité ne peut pas se contenter d'être bricoleuse. Elle est toujours quand même à la recherche de qu'est-ce qui, dans tout ça, a une portée universelle, qu'est-ce qu'il faut proposer, etc. Et quand vous avez des camps constitués, il y a naturellement des rivalités à l'intérieur de chaque camp, les gens qui essaient de se marcher sur les pieds les uns des autres, etc. Le monde intellectuel est toujours un peu un marigot, hein, bien sûr. Mais d'un autre côté, vous avez quand même des index un peu généraux. Par exemple, dans une période en France, l'opposition était claire entre les intellectuels qui acceptaient, pour des raisons diverses, mais qui acceptaient d'être considérés comme des compagnons de route du Parti communiste, et les intellectuels qui ne l'acceptaient pas. Voilà. Et ça, c'était un repérage dans le champ politique premier. Ce repérage, aujourd'hui, n'existe pas, à proprement parler. Vous avez naturellement des intellectuels plutôt à gauche, des intellectuels plutôt à droite, mais ce repérage a en gros disparu. Le résultat, c'est que tout dialogue est en partie à la recherche de son propre contenu. Même le dialogue que nous allons avoir là avec vous, on voit bien, finalement, on découvre chemin faisant, que sur ce point on est tout à fait d'accord, on ne savait pas, sur cet autre on est en désaccord. Mais au fond, je ne serais pas en état de dire, sauf si je récapitulais tout ça en disant « Oh, finalement, lui, il est pour l'hypothèse socialiste et moi pour l'hypothèse communiste », ce qui est finalement exactement l'hypothèse à laquelle nous sommes parvenus en discutant avec Geoffrin, et donc qui semble être quelque chose d'un tout petit peu trop général. Voilà. On ferait Geoffrin, même combat. Voilà. Donc, ça, c'est une info, ça. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, et c'est la preuve, justement, du caractère, au fond, non opératoire de ce type de désignation globale aujourd'hui. Et donc, le débat intellectuel est à la recherche de sa propre consistance, je pense. C'est plutôt comme ça que je le verrais. Une période intermédiaire. Manque de repères. Manque de repères, oui. Il manque de repères et il en cherche. Et je pense que la position des uns et des autres, la vôtre et la mienne, c'est plutôt de reconstituer des repères et dans un mouvement général de jugement extraordinairement critique et négatif sur la société existante, ce qui n'était pas le cas avec Geoffrin, qui s'en portait plutôt garant. Ce manque de repères, cette solitude de l'intellectuel, c'est la solitude d'ailleurs ou c'est l'impuissance? Non, c'est pas de l'impuissance. Vous dites effectivement que dans la rue, il y a des. Enfin, moi, il m'arrive ça aussi régulièrement. Il y a des gens qui sont preneurs d'idées. Et vous disiez justement tout à l'heure qu'il y avait à une époque une vraie ligne de partage entre les gens qui étaient des compagnons de route du parti et ceux qui ne l'étaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a le même clivage.
et qu'il se fait à partir du compagnonnage avec le libéralisme. Et il y a peu ou prou des gens qui clairement sont des compagnons de route du libéralisme, et puis d'autres qui ne le sont pas. Nous deux, nous ne sommes pas des compagnons de route du libéralisme. Donc ça nous rassemble. Ce qui nous dissemble, si je puis le dire, c'est effectivement qu'on est sur deux façons d'être de gauche. Mais alors, soit on insiste sur ce qui nous sépare, bon, on peut le faire, mais moi je préfère qu'on insiste sur ce qui nous rassemble, parce que je pense qu'on a besoin d'une union de la gauche intellectuelle. Et que si on n'est pas d'accord, mais qu'effectivement on est d'accord sur la chose essentielle, c'est-à-dire le libéralisme ne doit pas faire la loi, la formule libérale du capitalisme ne doit pas faire la loi, alors on doit se parler. Et moi, ce qui me gêne, c'est l'absence de débat véritable. Là, je vous remercie d'ailleurs de l'accepter, parce que elles sont rares, les véritables occasions de débat, où on peut, sans s'insulter, sans se mépriser, dire on est d'accord sur ça, pas d'accord sur ça, voilà ce sur quoi on pourrait travailler, mais pas là-dessus, parce qu'effectivement, les gens sont preneurs de ces points de repère qui ne manquent pas. Je ne pense pas que les points de repère manquent. Il y a même pléthore d'intellectuels, je dirais, aujourd'hui. Il ne manque pas d'intellectuels, mais après, il y a des distinctions, effectivement, entre l'un, l'autre, etc. Mais je pense que si on coupe vraiment ce monde-là, avec une ligne en disant les libéraux et ceux qui ne le sont pas, on a déjà fait le ménage. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je remarque et qui est lié à un point que nous avons déjà examiné avant, c'est que dans cette ligne de partage que vous instituez, c'est quand même la négativité qui est à l'ordre et rien d'autre. C'est-à-dire c'est une ligne de partage contre le libéralisme ou pour le libéralisme. Alors, on voit bien dans notre discussion, chaque fois qu'on tombe sur un point de négativité, nous sommes d'accord, mais chaque fois qu'on tombe sur un point affirmatif, le désaccord commence. Donc le problème est vraiment sur l'alternative. Oui, absolument. Je pense que le problème est sur l'alternative. Aujourd'hui, c'est le stade où nous en sommes parvenus, et il est normal que ce soit assez incertain, eu égard au fait que de l'accélération et du caractère nouveau de l'amplitude des problèmes posés par le capitalisme contemporain. En réalité, à la fin des fins, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire quel doit être le profil général de l'opposition au libéralisme. Telle est la matière de la discussion. D'où l'intérêt de la discussion, parce qu'après les gens sont susceptibles, en prenant connaissance de cette discussion, des hypothèses. Des hypothèses. Moi, voilà. Je crois qu'effectivement, après, c'est à chacun... Et à ce moment-là, on peut passer au stade de la communauté dans la discussion des hypothèses. Absolument. Et ça, ce sera le programme commun. Voilà. De non-gouvernement. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois qu'on a vraiment... Merci à vous. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à vous.